Ok. Donc, adaptation radicale. Euh, alors, c'est un mouvement, c'est une initiative, un groupe qui s'est formé, on va dire, suite à cet article, celui qui est en grand écran, là, fait par le monsieur à droite, Jem Bendel, en juillet 2018. Donc, Deep Adaptation en anglais, adaptation profonde ou radicale, une carte pour naviguer dans la tragédie climatique. Ça a été pensé comme un article scientifique, c'était un article scientifique, sciences sociales plutôt, et il a essayé de le publier, il n'a pas réussi à le publier. Il y a eu ceux qui font les revues de papier scientifiques ont demandé des modifications trop importantes, et une des modifications était qu'il fallait faire moins peur aux gens, et que c'était pas possible d'écrire un truc aussi dramatique. Et donc, il a dit non, je ferai pas ça. J'ai écrit un truc qui me paraît juste, et il l'a publié sur le site de son université, en fait, en revue. Et puis, il allait se coucher, et le lendemain, il avait 300 mails de gens qui avaient lu son truc et qui disaient qu'est-ce qu'on fait, en gros. Et puis, ça a continué à enfler, enfler. Donc, ce monsieur, qui est un collapsologue anglais, à l'université West Cumbria, je crois, euh, est devenu un peu le point de naissance d'un mouvement qui s'intéresse à l'adaptation profonde ou radicale. Bizarrement, son premier bouquin est un bouquin français qui est la traduction de ses premiers billets de blog suite à ça. Donc une espèce de collection de toutes ces pensées là-dessus suite à l'article et de l'article, et qui s'appelle Adaptation radicale. Donc là, normalement, j'ai changé de slide. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez ça en plein écran? Oui, ok, c'est bon. Alors, Oui, Alors, pas en non, plein juste écran. pas en Voilà. pas en plein plein écran. écran. Ah Ouais. non, c'est pas bien ça. Et là, vous voyez en plein écran? Toujours pas? Là, Toujours. Oui, voilà. Maintenant, alors écoute, je ne sais pas ce que tu as fait, mais quoi. voilà, c'est bon, c'est bon, c'est Ouais. bon. Pardon. Alors, c'est désolé pour le début. Donc, notre raison d'être, le mouvement français a commencé à se créer en 2020. On était 5 ou 6, on se réunissait le mercredi de, je sais plus, 11 heures à midi, pendant le Covid, et on discutait d'adaptation radicale. Quelques temps après, on a commencé à faire une raison d'être qui est là, mais que j'arrive pas à lire parce qu'il y a plein de notifications. Concevoir et développer ensemble des réponses face au processus d'effondrement en cours ou à venir. Euh, un des trucs importants à noter là-dessus, c'est les processus d'effondrement au pluriel, en cours ou à venir, bien sûr, et la suite, la raison d'être développée, si on veut, reconnaître et accueillir les émotions de chacun, accompagner la prise de conscience et l'acceptation des processus d'effondrement, prendre soin des communautés humaines et des écosystèmes avec inclusion, soutien et entraide, le mot-clé de la soirée, et agir, expérimenter et apprendre ensemble pour soutenir l'adaptation en tissant des liens avec les autres initiatives pour construire un futur désirable et pérenne. Alors, je poursuis et je vois ce qui manque à la fin. Est-ce que je peux poursuivre? Yes. Nos valeurs qu'on a mis en avant sur notre site et qui ont été décidées collectivement aussi comme la raison d'être. Donc la compassion par rapport au ressenti des personnes, la curiosité par rapport aux idées sans nécessairement les soutenir, et le respect de toutes et tous dans leur diversité. Et on avait fait une participation à cette journée mondiale du refus de la misère, ça date un tout petit peu quand même. Un des trucs importants qui était ressorti de l'article, c'était les 4 R, donc le logo qu'on a fait là qui cherche à expliquer ces 4 R avec une traduction plus ou moins, enfin pas officielle, mais celle qu'on a conservée. C'était des questions qui servaient à expliquer en gros par Jem Bendel ce qu'il entendait par cette adaptation profonde ou radicale. Et la première, c'était celle qui était appelée résilience, mais qui parlait de ce qu'on veut garder, ce qu'on veut préserver. Donc, qu'est-ce qu'on veut préserver et comment sauver ce à quoi nous tenons vraiment dans le contexte, évidemment, des effondrements dont on a parlé. Donc, la base de la réflexion de Jem Bendel, c'était de dire, on ne va pas discuter éternellement de est-ce qu'il va y avoir des effondrements ou pas, quand est-ce qu'ils vont arriver. On considère que la probabilité est tellement forte qu'il faut se préparer, et il faut se préparer
pas à l'effondrement, il faut se préparer à s'adapter aux effets de l'effondrement, à tout ce qui va se passer pendant ce temps-là. Donc, on va perdre des choses, qu'est-ce qu'on veut garder? Et une fois qu'on a identifié ce qu'on veut garder, on peut se dire qu'est-ce qu'on veut abandonner, le renoncement. Alors, moi, je les explique en cercle, tout le monde ne fait pas comme ça et pas toujours dans le même ordre, mais ça peut marcher comme ça. Le renoncement, c'est qu'est-ce qu'on peut abandonner, qu'est-ce qu'on doit abandonner pour ne pas empirer les choses et peut-être pour se permettre de garder d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est la restauration pour nous aider à relever les défis à venir. Un exemple, le transport fluvial tiré par des chevaux ou ou en descendant les fleuves, par exemple, ou des choses beaucoup plus sociales, faire des veillées ensemble en épluchant les marrons. Et au final, hein, je vois Nadège qui se marre, mais bon, le quatrième R, qui est un peu plus dur à comprendre, mais quand on fait un peu d'adaptation radicale ou d'études des effondrements, etc., on commence à le comprendre assez rapidement. Avec qui, avec quoi faire la paix à l'heure où nous découvrons notre mortalité commune? Alors moi, j'avais une façon de l'expliquer. J'ai vu que Nadège l'avait repris une fois, il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait très plaisir. À l'heure de notre mort, peut-être que la personne, le frère, la sœur, la tante avec qui on s'est jamais entendu, on va peut-être se dire, bon, là, il me reste 3 semaines, c'est pas le moment de régler les problèmes avec cette personne. Par contre, je pourrais peut-être lui dire que quand même, je suis content qu'elle ait été vivante à côté de moi et qu'on ait vécu ensemble. Donc ça, c'est un peu le sentiment, on est un peu moins dramatique, qui peut nous amener à une réconciliation avec des choses qui vont de toute façon pas marcher. Les effondrements, c'est pas possible, même en se préparant bien, en lisant tous les bouquins de Pablo et en discutant à l'infini, que ça soit un truc cool et où tout va bien. C'est des effondrements. Donc, il faudra faire la paix avec des choses qui marcheront pas et des choses qui, malgré ce qu'on a tous fait, auraient pu marcher mieux, puis ils n'ont pas marché mieux. Voilà. Bon, c'est comme ça que j'explique la réconciliation. Alors, on a une gouvernance extrêmement partagée. Vous pouvez y être demain matin quasiment si vous voulez. On a des web papotages, le prochain est le 4 novembre. Ça, c'est un des piliers de l'adaptation radicale. On se rend compte encore et toujours que ça fait extrêmement plaisir de discuter entre personnes qui ont dit ok, ouais, va y avoir des effondrements et j'aimerais bien en causer avec d'autres gens qui pensent la même chose et qui pensent pas que je suis fou ou folle. C'est à peu près la base du web papotage. Ça marche toujours. Après, on va un peu plus loin. On fait pas que ça dans les web papotages, mais c'est un peu le fondamental et de pouvoir être écouté avec ses craintes, ses deuils, ses peurs, ses envies, tout ça, et dans un respect de ce que chacun amène. Et avec des gens qui font des web papotages des fois depuis des années et qui peuvent aider ceux qui débarquent. C'est quand même intéressant. On a des ateliers, on fait des ateliers qui ont commencé il y a un an et demi, je ne sais plus, sur par exemple, le sac d'urgence, là, dont la France parle depuis un moment, mais n'a toujours rien fait, je crois. Urgence, survie, évacuation, qu'y a-t-il dans mon sac? Donc, on discute de qu'est-ce qu'il faudrait avoir dans un sac d'urgence qui soit prêt chez vous toute la journée, tous les jours dans votre maison. Et en même temps, on discute d'effondrement, on discute de ce qui fout la trouille, on discute de ce qui peut être fait, on discute de qu'est-ce que ça fait de se préparer un petit peu, etc. Et on a un jeu qui est devenu des jeux maintenant, les jeux de l'entraide, développés au départ par Julien, qui va intervenir ce soir, bien sûr, et basé sur le bouquin de Pablo et de Gauthier Chapelle, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Gros bouquin, pavé, qui peut être lu après le manifeste dont on va parler ce soir, mais qui vaut le coup, moi je trouve, c'est un bouquin majeur, toujours majeur. À mon avis, il restera majeur pour un petit moment. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de l'entraide comme ça, je trouve. Et les jeux de l'entraide, c'est se placer dans des situations réalistes, des situations de petits effondrements, et voir comment on réagirait avec des personnages, des espèces de jeux de rôle dans des situations d'effondrement. Je pense que Julien en parlera beaucoup mieux que moi. Et je regarde combien de slides. Alors, nous, on a commencé à faire une carte dès qu'on a commencé à exister. Cette carte doit exister depuis 3-4 ans. Ça, ce que vous voyez sur la carte pour l'instant, c'est surtout des membres, si je ne me trompe pas. Quelqu'un corrigera sinon. C'est des membres de Adaptation Radicale qui ont dit « Moi, je veux bien apparaître sur une carte. » Juste pour pouvoir voir et que si vous zoomez, vous dites « Ah, il y a quelqu'un à côté de moi qui est aussi fou que moi. Mettons-nous en contact. Ça sera plus rigolo à deux. » Etc. Et c'est quand même la base, pardon, la carte, si je peux revenir, ça pourrait être la base de tout ce qu'on va vouloir faire avec
en connexion avec le réseau des tempêtes qui est lancé par Pablo et d'autres, dont moi. Euh, donc, c'est une base importante. C'est un truc intéressant qui va être creusé, qui va être entre autres creusé dans une visio qui aura lieu dans un mois, le 18 novembre. Et enfin, dernièrement, je vous présente juste rapidement le site adaptationradicale.org, très simple, où il y a un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, un agenda correct, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et chose pour moi la plus importante, on a un réseau social adaptation radicale qui est un Mattermost, qui n'est pas un réseau social pourri avec de la pub et des algorithmes pour vous faire rester dessus, mais qui est un endroit où on va, on discute, on regarde les messages que les autres ils ont postés, et puis on ferme le machin et on continue avec notre journée. Mais toutes les conversations sont là, tous les documents sont là, toutes les vidéos sont là, un truc qui marche et qui est quand même assez génial, et qui est un espèce de pendant numérique des web papotages. Entre les web papotages, vous pouvez aller discuter avec des collapsos et des adapteurs sur notre Mattermost d'adaptation radicale. Tout le monde est le bienvenu. Est-ce que j'ai tenu en 5 minutes, Nadège? Je sais pas, mais tu as été très bien, je te remercie. Merci beaucoup. Merci également à Thierry qui a préparé ce petit diapo. Oui, j'ai oublié de Euh, le dire. Et j'arrête le euh, partage du coup. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je te laisse également fermer ton petit micro. Voilà, alors une petite présentation d'adaptation radicale. Comme vous avez pu l'entendre, on a plein de réseaux différents. Donc, comme vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur des réseaux un peu GAFAM et puis d'autres un petit peu plus safe. Voilà, comme c'est votre habitude, l'important c'est que vous ayez toutes et tous le plus possible accès. En fait, c'est notre choix. C'est pour ça qu'on est resté sur les GAFAM, c'est pour pouvoir être le plus accessible possible, ce qui est important si on veut changer d'échelle, notamment par rapport à l'entraide. On va commencer justement. Alors Pablo, bonsoir. Voilà, si tu peux voilà, ouvrir ton micro. Bonsoir, Bonsoir et bonsoir merci. Nadège. Bonsoir. Merci infiniment. On est super content que tu sois là. Ouais, moi aussi. Je vois plein de visages et de noms connus, des bouilles connues. Salut à Ouais, toutes et à tous. c'est trop cool. En tout cas, on est bien content que tu aies sorti ce bouquin aussi, parce que ça va être une base quand même très intéressante pour des choses que tu mets en place, mais où il y a des germes un petit peu de partout en France, avec des collectifs qui s'organisent. Voilà. Alors, ça va peut-être permettre en fait de structurer tout ça. On en parlera. On verra. Voilà. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir parler de l'entraide et que tu proposes ce soir. Mais peut-être on peut commencer, alors même si beaucoup d'entre nous te connaissent, si tu peux te faire une petite présentation de qui tu es et d'où tu parles. Ouais, rapidement. Euh, Là, aujourd'hui, je me dis auteur, sur le bouquin, il y a marqué auteur et artisan de concept. Et j'ai assumé depuis quelques mois là, le côté conceptuel, en fait, théorique. Moi, c'est ça mon vrai kiff. Et la plupart des gens, toute ma vie, m'ont dit faut passer à l'action, faut être concret et tout. Mais moi, j'en peux plus du concret. J'essaye d'être abstrait et c'est mon grand kiff. Donc, si je peux fournir aux gens des concepts pour que eux puissent faire du concret, je suis très heureux. Euh, Moi, voilà, j'habite dans la Drôme. Je suis papa de deux fils qui sont au collège maintenant. Je suis un peu français, un peu belge. J'ai vécu 20 ans là-bas. Belge de cœur, on va dire. Et colombien de ma mère. Voilà, un peu en errance dans ce monde chaotique. Et je vais plutôt bien en ce moment. Très heureux d'être là avec vous. Super, merci beaucoup. Et puis bon, celles et ceux qui veulent se renseigner sur les différents bouquins que tu as faits, quelquefois avec des copains, voilà, avec Oui, globalement, il y a deux grandes branches. Il y a la branche de la catastrophe avec des bouquins de collapso, Nourrir l'Europe en temps de crise, comment tout peut s'effondrer, une autre fin du monde est possible, etc., etc. Il y en a quelques-uns. Et la branche entraide. Et ce qui est trop bien, c'est que là, avec le réseau des tempêtes, les deux branches se connectent enfin. Et ça fait trop plaisir. C'est très étrange à dire, mais je sais pas pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai l'impression qu'il s'est écrit lui-même. Il m'a demandé de l'écrire. Je sais pas. Il y a un truc d'évidence comme ça où j'ai suivi. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer ce que ce livre a voulu dire. merci beaucoup. De toute façon, on va pouvoir aborder différentes choses et il y aura des relais
avec les différents bouquins que tu as écrits, parce qu'en fait, tu as structuré ta pensée au fur et à mesure, tu as donné des éléments pour nous aider à penser en fait à les effondrements, mais également l'entraide à travers même les effondrements. Donc là, tout ça, on va dresser une sorte voilà, on va essayer de prendre une photo globale de tout ça. Elle sera pas exhaustive et on s'en excuse, mais Ouais. je crois que c'est pas possible en fait. Et puis c'est même pas intéressant que ce soit exhaustif, hein. Mais Non, il voilà, faut pas, il faut donner envie de lire aussi. oui, oui, et puis en plus, les différents bouquins, comme disait Daniel, se répondent en fait. Et ça alimente ben, la structuration la structure de cette pensée. Et, enfin, moi, c'est Nourrir l'Europe en temps de crise qui m'a fait rentrer par ton travail parce que j'avais pas compris la systémique des choses et ça m'a permis justement de voir ce Ok. lien-là que je ne voyais pas en fait. L'entraide, on peut la vivre, on peut la côtoyer en fait, mais la vision systémique, si on n'y a pas accès, on n'y va pas tout seul. Donc merci pour ça. Merci. Du coup, voilà, la première question que je voulais te poser, c'était comment s'était enchaînée ta réflexion, donc à partir de tes écrits, justement, on parle de l'entraide, l'autre loi de la jungle, qui est donc le terme qu'on va utiliser beaucoup ce soir, l'entraide. Et donc, tu vas disais pourquoi ce livre maintenant, il n'y a pas trop de raisons, mais est-ce que tu peux au moins nous rappeler d'où est venu le terme le réseau des tempêtes, qui est le titre de ton livre? Ouais, c'est un terme très beau qui fonctionne bien, je trouve. C'est pour ça que je l'ai repris. Il vient de Joanna Macy, une éco-psychologue états-unienne qui m'a beaucoup influencé. Enfin, je dis moi, mais il faut pas se centrer sur moi parce qu'on est tout un réseau, justement, un mycélium, comme on s'appelait, depuis 10-15 ans. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'éducation, même plus, 17 ans, l'éducation populaire. Et j'ai été formé, initié au travail Kiroli, qui est la méthodologie qu'a développée Joanna Macy depuis des années, hein, qui marche très bien partout dans le monde. C'est génial, c'est une méthodologie pour faire de liens avec soi-même, intériorité, avec les autres, avec les non-humains et avec ce qui nous dépasse, qu'on pourrait appeler le sacré. Euh, et, et en France, on n'a plus l'habitude du tout de ça. Donc c'est vraiment génialissime et on se rendait compte qu'après ces ateliers, moi j'en ai animé aussi pas mal, que en 2 jours, 3 jours, 4 jours, des humains qui se connaissaient pas étaient ultra soudés, avec des liens d'une force, d'une puissance, d'une chaleur que on avait rarement vu. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'authenticité, etc. Du niveau, des liens du niveau familial, quoi. C'est-à-dire, on pouvait avoir totalement confiance, c'est vraiment exceptionnel. Et on s'est dit, parce qu'on était plusieurs dizaines, puis centaines à être à avoir fait ces ateliers que putain, mais ça serait bien qu'on fasse un réseau comme ça, un mycélium justement pour se soutenir de résilience et de résistance en fait, ou de robustesse, enfin, c'est un peu tout ça est mélangé. Et en fait, on se disait, mais s'il y a une catastrophe majeure maintenant, moi, je prends ma liste des participants et je les appelle. C'est en eux que j'ai confiance. C'est en eux que, voilà, plus peut-être parfois que ma famille, mes amis ou mes voisins. Et on s'est dit, mais un truc, c'est incroyable. Et en fait, en Gauthier-Chapelle, avec Elena et Corinne à Troyes, ils ont amené ça en Europe, en tout cas en Belgique. Et ils ont été formés avec plein d'Européens, je ne sais plus en quelle année c'était, 2011, je crois, je le marque dans le livre, mais en Angleterre, où Joanna Messi était là. Et après un atelier, il y avait 80 facilitateuristes comme ça qui s'abreuvaient de ces paroles. Et Joanna Messi, à 85 ans, elle est morte cet été d'ailleurs. Je lui rends hommage dans le bouquin. Et puis en fait, il y a 10 ans, un participant lui a demandé, mais pourquoi tu fais encore ça à cet âge-là? Pourquoi tu parcours le monde à essayer de faire ça, que tu pourrais te reposer? Elle a dit, bah, en fait, c'est parce que les tempêtes arrivent et, euh, et c'est pour éviter qu'on se tape dessus. Et moi, ça m'a bouleversé quand Gauthier m'a dit ça. C'est vraiment ça qui m'anime. Et ça touche les principes d'adaptation radicale que vient de lire Daniel, en fait. C'est prendre soin, faire la paix avant les crises. Voilà, donc c'est un hommage à Joanna Macy, cette expression qui vient de l'anglais Rough Weather Network, qu'on a traduit par réseau des tempêtes, mais qui marche aussi. Merci beaucoup. Effectivement, ces tempêtes-là, ben, il y a le côté climatique, hein, donc ben, on voit les tempêtes, les inondations, tout ça qui parle à tout le monde parce que là maintenant ça se généralise. En tout cas, on nous le donne un peu plus à voir. La couverture médiatique est peut-être un peu plus précise. C'est, pardon, Nadège, c'est métaphorique aussi, hein. C'est pas que les Ouais, tempêtes climatiques, c'est justement. les deuils. Voilà. Voilà, je me disais qu'il y avait deux côtés justement, et les tempêtes, en fait, on peut les vivre dans sa vie en dehors de tout ça. Et du coup, ces réseaux-là, ils peuvent servir justement
à tout. En fait, ils peuvent servir à tout et à être bien déjà, à vivre des choses sympas. Mais peut-être on pourrait définir déjà, parce qu'on parle d'entraide, mais peut-être définir les concepts d'aide, de solidarité et d'entraide qui sont pas tout à fait la même chose dans les relations. Si tu... Ouais, carrément, Ouais. on pose ça. Attends, juste dire ce qui me plaisait dans la force de ces réseaux, c'est d'entraide, enfin, ou de lien social en fait très puissant, c'est cette idée clé. Je l'ai dit au début pour pas l'oublier, parce que ça va colorer toute la discussion. J'ai réussi à le formuler il y a pas longtemps. C'est arriver à tisser des liens si forts entre nous, avec des humains ou non humains, que ces liens restent même quand l'électricité disparaît, l'état disparaît ou l'espoir disparaît. C'est vachement important parce que souvent en France, on dit ouais, il y a un tissu associatif, il y a des liens, on a tous des liens, des voisins, on connaît. Mais en fait, ces liens sont faibles. C'est la différence entre un collectif et une communauté. Un collectif, pour moi, ne résiste pas à la fin de l'espoir, de l'État ou de l'électricité. Une communauté, oui. Et arriver à ce type de lien, c'est ça mon rêve en fait. C'est ça que j'ai envie de toucher et qu'on a touché avec ces ateliers de travail qui relient et qui est hyper dur à stimuler en France. Donc là, on se lance dans une grande aventure, on ne sait pas trop comment faire, mais on va y aller. Et donc voilà, c'est ça le cœur. Et pour répondre à ta question, parce que c'est bien d'amener des définitions, tu vois, j'ai déjà amené collectif, communauté, une petite différence. Eh ben, considérons que l'entraide, c'est un acte double. Je t'aide, tu m'aides. Il y a une certaine horizontalité parce qu'il y a une empathie, une réciprocité, même si pas effective, elle est potentielle. C'est-à-dire, je t'aide, mais je sais que peut-être un jour tu m'aideras, même si c'est pas maintenant, potentiellement tu peux m'aider. Donc, il faut poser que dans l'entraide, il y a une horizontalité. C'est important. C'est une force convergente horizontale, l'entraide. Je l'oppose à la verticalité de l'aide, par exemple. L'aide, il y a quelque chose, c'est un acte aussi, mais c'est vertical. C'est je te donne, moi je m'en fous que tu me rendes. Et il peut y avoir dans certains processus d'aide de la condescendance, de la pitié, plein de choses. Tu vois, quand on balançait des sacs de riz en Afrique dans les années 90, c'était ça, quoi. Euh, euh, voilà, donc c'est à opposer. Et puis l'entraide est là, ce sont des actes pour s'opposer à une verticalité qui peut être tout simplement l'adversité. Quand le ciel nous tombe sur la tête, quand il y a un système de domination, une police autoritaire, un système de domination, c'est une verticalité qui nous matraque, qui nous scinde, qui nous individualise, qui nous tue. Le patriarcat, le capitalisme, tous ces systèmes de domination, ils nous individualisent, ils nous font peur et ils nous tuent en fait. Moi, ils nous séparent. C'est des attaques massives sur les liens, tous ces systèmes de domination. Donc le seul moyen, la seule réponse, c'est l'histoire qui nous montre, hein, l'histoire des mouvements ouvriers et tout, c'est l'entraide. Et donc voilà, donc on a une force convergente qui sert à traverser l'adversité. Après, on peut juste, pour préciser, différencier avec la solidarité. La solidarité, c'est pas des actes, c'est un sentiment. On pose ça là. Voilà, je me sens solidaire de certaines personnes ou organismes ou peu importe. Et s'il se passe quelque chose, je vais les aider. Ou voilà. Donc sentiment, la solidarité et entraide-aide sont des actes comme la coopération. Coopération, c'est le fait de agir ensemble pour un objectif commun. C'est de l'ordre de l'action aussi. Voilà, des petits détails. Merci, Ça te non, va ou non. pas? Ouais, ouais, c'est super. En fait, c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle, justement, l'aide justement qui peut être mal vécue. L'entraide, c'est quelque chose qui vraiment du domaine du lien, et c'est ce dont on va parler ce soir, de l'intérêt justement de ces interactions qui seront pas forcément immédiates, comme tu le dis, quand on est dans l'entraide, on donne. On va recevoir peut-être, mais c'est le contrat en fait. Et au fur et à mesure, les choses se font comme ça de manière contractuelle, mais avec le cœur, parce qu'en fait, on est investi. Alors que l'aide, on donne et après, peut-être Ouais, on peut passer à autre chose, quoi, quelque part. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça. voilà. Alors du coup, la question qu'on pourrait se poser, enfin, qui est un peu générique, mais comment l'entraide et puis les catastrophes, en fait, elles peuvent être une opportunité de lien social, cette, Ouais, tout ce qui peut alors nous arriver. c'est ça. Et ben moi, alors il faut préciser que j'ai pas fait d'abord les catastrophes et après l'entraide. Moi, mon dada, dès le début, dès que je suis, enfin, dès l'adolescence, c'était l'entraide. Moi, ma passion, c'est la solidarité, l'entraide, la socialité. Pourquoi il y a des animaux sociaux? Et donc, des petits, je voulais être myrmécologue, moi, étudier les fourmis.
spécialiste des fourmis, myrmécologue. Et je suis devenu à 30 ans, j'ai été chercheur en fourmis. Et ça m'a toujours passionné, les symbioses, les mutualismes, la coopération dans le monde vivant. Il y en a plein, c'est massif, ça en est devenu un principe du vivant. C'est ce que je développe avec Gauthier dans le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et donc, euh, c'est- moi, c'était ça mon fond, mon paysage en fait conceptuel. J'ai appris à la fac, partout à l'école, que la vie c'était la compétition, et je découvrais par les mêmes outils scientifiques que l'écologie, l'évolution, qu'en fait non, et que même Darwin l'avait dit. Donc moi, j'étais passionné par tout ça, et je faisais un lien avec Kropotkin et avec tous les anarchistes on en parlera peut-être après, toutes ces théories politiques qui, pour moi, étaient parallèles, hein. J'ai milité 10 ans dans l'anarchisme, et ça a été ma formation politique. Pourquoi, pourquoi l'entraide chez les anarchistes? Pourquoi on s'inspire de la nature, etc., etc. Et tout ça s'est rejoint dans ce livre. J'arrivais à rejoindre l'entraide, l'anarchisme, la politique, etc. Et puis sont arrivées les catastrophes. Je me suis dit, à un moment, j'étais chercheur, j'étais très bien et tout dans mon labo. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible, le monde est en train de s'effondrer. Donc j'avais les indicateurs en direct et je commençais à faire des conférences et je voyais que les gens n'étaient pas du tout informés. Donc je me suis dit, vite, vite, on va écrire un livre sur l'effondrement parce que ça va pas du tout. Mais moi, je voulais écrire d'autres livres sur l'entraide, en fait. Mais, et finalement, c'est celui-là qui a eu du succès sur l'effondrement. Donc, il y a une priorité dans mon parcours à l'entraide. Je le précise parce que c'est ça qui m'a fait étudier les catastrophes quand je m'y suis mis avec ces lunettes. Et j'ai découvert plein de choses que d'autres ne voyaient pas. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, enfin, les gens s'entraident. Mais déjà, les scientifiques le savaient depuis 50 ans, 60 ans, mais très peu, et ils publiaient en anglais, et de toute façon, personne ne les croyait parce que les films hollywoodiens disaient l'inverse. Donc, on a été baigné dans cette culture cette mythologie du chacun pour soi, vous savez, vous connaissez les mythes de la catastrophe? Il y en a quatre ou cinq, je ne sais pas si on peut les faire en détail, mais et ça, c'est vraiment des mythes relayés par tous les médias quand il y a une catastrophe. C'est il y a des pillages, des vols, des meurtres et tout ça, des viols, des machins, donc des comportements antisociaux. Alors c'est faux, il y en a, mais très peu. La très très vaste majorité des comportements sont prosociaux. Deuxième mythe, c'est la panique. Pas du tout. En fait, les scientifiques ont renoncé même au mot panique, sauf pour désigner la panique des élites. Donc les gens qui ont le pouvoir, qui envoient les militaires parce qu'ils paniquent de le perdre. Et c'est un mot scientifique, hein, la panique des élites. Mais les gens paniquent pas du tout, sauf très rarement dans des configurations spéciales, genre un incendie dans une discothèque où toutes les portes sont fermées et où tout le monde a peur en même temps de telle manière. Bref, on s'en fout. Donc pas de panique. Il y a du calme, il y a de l'auto-organisation. Donc les gens agissent. La victime passive, pas du tout. En fait, c'est faux de considérer les humains, les habitants, les citoyens comme des gens passifs qui attendent papa et maman État. En fait, il y a beaucoup de leadership, d'idées, d'actes, de solidarité, de plein de choses qui se passent. C'est fou l'étude des catastrophes en psychologie sociale, c'est fou. Et puis, le dernier mythe, c'est très tenace, c'est un des piliers de notre société libérale, c'est de considérer les foules comme stupides. Et là, c'est faux, toute la recherche en ce moment, depuis quelques années, sur la psychologie sociale et l'intelligence collective montre qu'il y a beaucoup d'intelligence des foules. Ça renverse une mythologie. Ça ne veut pas dire que enfin, qu'il peut y avoir des phénomènes de foule auto-organisés qui mènent à des choses irrationnelles parce qu'il y a des phénomènes physiques d'auto-organisation aussi qu'on ne maîtrise pas, et ça peut paraître débile. Et il peut y avoir de la transmission comment on dit, de la contagion d'émotions aussi violentes, négatives et tout, qui peuvent aussi faire des phénomènes de foule, etc. Mais globalement, dans des catastrophes, il y a une belle intelligence des foules. Donc ça renverse complètement la mythologie. Et moi, ça m'a passionné. On l'a mis dans le chapitre 2 de l'entraide. Et là, je l'ai déployé. Putain, je suis long dans ma réponse, mais au moins, ça pose les bases de la discussion. Et ça a donné deux choses. Donc, le petit livre de ce soir-là, Le réseau des tempêtes, qui est une amorce, en fait, de quelque chose de plus grand, parce que depuis 3 ans, je suis dans un projet de recherche à mi-temps
avec des humanitaires et des anthropologues sur un projet qui s'appelle l'entraide en temps de crise avec le groupe URD. Ce sont des humanitaires basés dans la Drôme. URD, c'est Urgence, Réhabilitation, Développement. C'est des amis là et font un boulot génial, formidable. Depuis 30 ans, ils sont spécialistes, ils ont une expérience monstrueuse du terrain partout dans le monde et des catastrophes. Et ils disent maintenant, il faut traduire le savoir-faire humanitaire, euh, pas pour le monde, mais aussi pour la France. Et avec cette approche de maintenant, on en a besoin ici. On s'est rejoint et on a fait ce projet de recherche. On découvre des choses incroyables. Et après, ce petit livre, dans 1 ou 2 ans, va sortir un grand livre où on compilera toutes les données. Un livre aussi massif que l'entraide de 2017 sur l'entraide en temps de crise. Et là, je peux pas donner tous les détails, mais et c'est fou. C'est vraiment fou. Ça renverse tout. Voilà. Et moi, ce que je termine par là, ce qui me passionne, moi, c'est la science et d'arriver à articuler les chiffres pour en faire un récit. La science, c'est un récit. C'est un récit qui change les cœurs, les corps, l'action, le paysage politique, le paysage conceptuel, la manière, le rapport au monde. Moi, j'ai choisi la science, mais d'autres font des récits autrement. Donc mes livres, c'est toujours aussi des récits. Merci beaucoup. Bah, alors du coup, l'URD justement t'a permis à travers les différentes recherches, parce que je crois que voilà, vous avez des endroits où vous recherchez qui sont lointains. Je crois qu'il y a eu Haïti, il y a des endroits, voilà, il y a eu pas mal d'endroits. Ça vous permet d'avoir un panel qui est pas du tout occidental ni voilà, ni trop centré. Vous avez une vision assez globale, donc vous commencez à la construire et justement à construire ce récit avec ce livre en perspective. Est-ce que déjà on pourrait voir donc ce lien social, ces élans massifs de solidarité que vous avez pu observer, hein, puisque ça c'est, tu t'as spoilé, en fait c'est ça la réponse, c'est que c'est que le récit qu'on nous vend c'est pas le bon. Qu'est-ce qui peut les fragiliser par contre ces élans de solidarité? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez Tu pu veux dire, retrouver? une fois qu'ils émergent pendant la catastrophe, Ouais, il y a ouais. plein de solidarité, il y a plein Mhm. d'altruisme. Et Moi, du coup, je me disais, voilà, est-ce qu'il y a des éléments qui les fragilisent? Et est-ce que oui, l'arrivée des secours, c'est la deuxième aussi. partie de la question, en fait, Ouais, en fait, infantilise un petit peu les personnes qui étaient auto-organisées parce que du coup, elles sont plus c'est ça. légitimes. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je trouve que c'est passionnant, ça se... Bon, c'est toi qui as spoilé, du Ah, coup. pardon, ouais. Non, mais je rigole. Non, mais en fait, c'est ça, c'est le cœur de un peu toutes nos recherches là, mais dit simplement, euh, quand une catastrophe arrive, c'est-à-dire un choc, une verticalité, quelque chose, je voyais des questions d'ailleurs, petite parenthèse, défiler dans le chat, et il y en a une sur la guerre. Je vais y revenir. La guerre aussi, c'est une catastrophe, mais c'est un peu différent. Mais on a étudié justement le contexte de l'Ukraine. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Et donc, quand une catastrophe arrive, il se passe plein de choses incroyables. En fait, des catastrophes, c'est une fenêtre sur la nature humaine. C'est génial. Ça nous montre plein de choses qu'on est capable de faire, nous les humains. Et quand la normalité se brise, voilà, il se passe des choses incroyables. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que cette entraide-là, qui est incroyable dans le temps d'urgence, cet altruisme, hein, il y a des sacrifices. Vous savez que dans les tours jumelles, dans le 11 septembre, les gens descendaient tranquillement les dizaines d'étages avec des comportements de galanterie dans le calme, en portant des fauteuils d'handicapés. Enfin, il y a eu des actes et des pompiers qui sont remontés en sachant qu'ils allaient mourir quand les tours s'effondraient pour sauver des dernières personnes. Ils se sont sacrifiés. Voilà, il y a des gens au Bataclan, ils se sont interposés, ils ont pris des balles pour sauver des inconnus. Enfin, il y a des actes incroyablement altruistes qu'on est capable de faire en temps extraordinaire. Voilà, pendant la guerre, sauver des justes, enfin, il y a plein d'actes partout. D'ailleurs, quand on leur demande pourquoi vous avez sauvé des justes, sauvé des juifs, pardon, des justes, quand on leur demande aux justes pourquoi ils ont sauvé des juifs, on leur dit, et ils répondent, parce qu'il y a eu des études là-dessus aussi, bah, bah, j'ai pas réfléchi. C'est comme ça, c'est une question d'humanité. Et en fait, quand l'être humain est mis en condition d'intuition et de spontanéité, sans réfléchir, on éteint le cerveau rationnel. Il est plus altruiste, plus prosocial que les gens qu'on met en condition de rationalité, de réflexion, etc. Ça pose question, hein. C'est vraiment intéressant parce que ces expériences scientifiques, euh, justement, corroborent le fait qu'en temps de catastrophe, on passe en mode intuition et on aide les gens, etc. Bon, il y a plein d'explications, j'ai pas le temps, mais pour dire que cet élan dans le temps d'urgence, il s'étiole. C'est-à-dire qu'après l'urgence, quand on revient à la normale,
et ben, la spontanéité du début, elle peut, elle s'effrite et puis on voit revenir des anciennes tensions, de l'égoïsme, du chacun pour soi, etc., etc. C'est pareil dans les expériences des économistes, quand ils mettent ensemble des gens, ils les font jouer à des jeux. D'abord, les gens sont assez prosociaux, et après certains tours de jeu, bah, l'entraide s'effondre. Et justement, c'est pour ça, si on fait rien, il s'effondre, si on met rien en place. Et c'est pour ça que quand on met en place des règles dans le groupe de stabilisation et de stimulation de la prosocialité ou de l'entraide, ou de l'altruisme, eh ben, ça fait maintenir ces niveaux de prosocialité à des hauts niveaux. Exemple, punir les tricheurs ou récompenser les altruistes, ou exemple, le mécanisme de la réputation. Ben, tout ça, c'est ce que je raconte dans le livre de l'entraide et dans mes conférences depuis des années. C'est tous ces mécanismes-là, bah, ils ont été mis en place par l'être humain. On est très bon là-dedans parce que ça fait des centaines de millions d'années qu'on se base là-dessus et que notre espèce ultra sociale, hein, elle survit grâce à ça, elle vit grâce à ça. Nous sommes des êtres ultra sociaux et c'est notre grand kiff, la socialité. Donc, cette entraide qui s'étiole, et là j'en viens à ta question, plus précisément dans la gestion de crise, quand il y a, avant l'arrivée des secours, plein de choses qui arrivent, qui s'auto-organisent depuis les sinistrés, depuis les victimes, depuis les gens blessés, ou les gens qui arrivent de l'extérieur pour aider. Tout ça grouille d'initiatives incroyables, solidaires, et bottom-up, horizontal. Il y a vraiment quelque chose qui émerge. Quand les secours arrivent, et donc avec de l'aide, vous avez bien compris les définitions, avec une verticalité, alors ils peuvent arriver, c'est pas toujours, mais avec une certaine condescendance, un truc, l'effet cow-boy on l'appelle, rubalise. Poussez-vous, c'est nous les pros, et puis ils déstructurent en fait tous les liens qui ont été créés. Ils peuvent les déstructurer, ça s'observe beaucoup dans l'humanitaire, ça s'observe en gestion de crise ici aussi, dans les pays industrialisés riches, etc. Voilà, donc c'est le projet de recherche actuellement avec URD vise deux choses. Un, en capaciter les citoyens à répondre mieux aux crises, à répondre lors d'une crise avant l'arrivée des secours. Et là, il y a tout un champ de retrouver confiance, gérer ses peurs, enfin, c'est vraiment énorme. Et deux, articuler avec les secours, c'est-à-dire qu'il faut quand même changer la doctrine des secours pour qu'ils arrivent avec une certaine horizontalité, humilité, et même, et c'est bien, ils sont pros, ils ont la technique et tout, et c'est génial ce qu'ils font. Je critique pas, mais il y a vraiment, on a une marge de manœuvre pour améliorer la gestion de crise. Et il y a plein de pays, on est assez nul en France, il y a plein de pays qui font ça super bien, et c'est ça qu'on a amené avec le projet de recherche. Merci beaucoup. Bah, alors du coup, la question qu'on a un petit peu évoquée, hein, que tu as survolée, mais on va peut-être pouvoir s'y attarder un peu, c'est pourquoi justement bah, le récit dominant, il ne fait pas la part belle à l'entraide. Qu'est-ce qui se joue? On voit en parallèle le traitement médiatique de toutes celles et ceux qui se battent pour ben, sauver, préserver certaines choses qui passent pour un petit peu euh, ceux qui attaquent, qui sont eux-mêmes violents. Donc cette violence que vous n'avez pas observée en fait dans les temps de crise et de chaos que vous avez pu étudier avec l'URD notamment. Voilà, qu'est-ce qu'est... Et on voit en plus que ben, se retrancher dans un bunker, comme on a vu certaines personnes voilà, qui se retranchent parce qu'ils sont très riches, ça les rend pas heureux. Enfin, donc pourquoi ces récits-là dominent à ton Peut-être. avis? Oui, J'ai pas été voir, peut-être qu'ils ont ouais, un super home cinéma et tout, et un mini-golf trop bien. ouais, mais je suis pas sûre que tu l'expliques bien, que ça Non, c'est une s'attire. blague. Je sais pas. Oui, mais tu as raison, le récit dominant, ah là, c'est une énorme question et c'est la question centrale. J'ai l'impression que je suis trop long depuis le début, je vais essayer de faire court, mais tu me dis hein, si c'est trop long ou si c'est trop court. De toute façon, on rebondira, c'est une discussion. Euh, comment commencer? Ben, en fait, la mythologie libérale, c'est-à-dire libérale au sens philosophique du terme, qui a fondé notre société là depuis 400 ans, c'est cette conception de la nature très mauvaise. C'est-à-dire l'être humain est, comment dire, la nature est agressive. Il n'y a qu'une loi dans la jungle, c'est l'agression et la compétition. Voilà, le paysage est posé. Et du coup, par extension, la nature humaine est mauvaise. Ça, c'est la nature. Donc, il faut
selon la conception libérale, hein, je reprends Hobbes, un des pères fondateurs du libéralisme. C'était une vision très déçue en fait de la nature humaine parce que l'Europe venait de subir des décennies de guerres de religion. On s'était tous massacrés au nom de je sais pas quel dieu, de la morale, de machin. Voilà, on avait ravagé l'Europe quoi. Et les libéraux, les pères du libéralisme, ont dit non mais on arrête d'organiser une société sur la morale, on l'organise juste sur l'économie et notre égoïsme partagé, sachant qu'on est tous des affreux, on va créer l'État comme seul garant de la coopération. Et on va s'échanger, on va faire société juste sur l'échange marchand. C'est vraiment nul comme principe, c'était compréhensible, mais au niveau anthropologique, c'est vraiment naze, quoi, le libéralisme. Bon, et donc, le paysage mental qu'on a, nous, notre mythologie, c'est que tout, le- la nature est rouge, compétition à feu et à sang, tout le monde s'entretue dans la nature. Et il y a des petites poches de coopération grâce à la civilisation, l'État, et c'est toujours des hommes blancs vieux qui amènent ça, évidemment. Et on va coloniser, en plus, on va massacrer tous les sauvages, parce qu'évidemment, c'est des sauvages et ils s'entretuent, donc nous, on va les tuer, enfin, n'importe quoi. Et donc, ce paysage mental a fabriqué nos sociétés, des sociétés doublement violentes. C'est-à-dire on s'est structuré sur une violence horizontale. J'appelle ça la violence horizontale, c'est la compétition. D'accord? Sur un plan, on s'entretue tous et toutes les cultures s'entretuent et la plus forte gagne. D'accord? Il y a une compétition au niveau horizontal, violence horizontale. Et une violence verticale, c'est-à-dire la hiérarchie pyramidale, l'organisation hiérarchique pyramidale. Il faut un chef, il faut des subalternes et des gens qui obéissent. Et à l'école, on apprend l'obéissance à l'autorité et la soumission à l'autorité. Voilà. Ça, c'est la base de nos sociétés. Et donc, conjuguer ces deux axes orthogonaux, violence verticale, violence horizontale, qui se nourrissent l'un l'autre, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, ça sera peut-être un prochain bouquin, eh ben, ça amène aux autoritarismes et au fascisme. C'est évident. Enfin, voilà, quand on pousse cette logique-là, c'est structurellement, on va à ça, on va vers ça. Donc, c'est des sociétés de violence. Or, ce qu'on montre dans l'entraide, dans le livre, mais on n'est pas les seuls, hein, on est des nains sur des épaules des géants, comme disait l'autre. Euh, la nature, c'est pas ça. C'est pas un paysage à feu et à sang. La nature, c'est plein d'entraide, de coopération, de mutualisme, de symbiose, de tout ce qu'on veut. Et aussi un peu de compétition, de coexistence, de non-lien, de lien, de tout. Et en plus, c'est dynamique, tous ces liens, il faut s'imaginer dans la jungle, tous ces liens de toutes les couleurs, de différentes intensités, et qui en fait s'éteignent, clignotent, et on peut totalement avoir des liens de coopération ou de compétition avec la même autre espèce, suivant le milieu, ça change. La grande règle, c'est que quand il y a un milieu hostile, il y a entraide, coopération. Quand il y a un milieu d'abondance, la compétition émerge. Voilà, bon, ça on pourrait y revenir si vous voulez. Donc la nature, en fait, c'est un énorme paysage de coopération. Depuis 4 milliards d'années, tous les organismes vivants sont pris dans une ou plusieurs interactions mutuellement bénéfiques. Les mutualismes, les symbioses, on est constitué de ça. Les cellules à noyaux, les métazoaires, les animaux, les plantes, tout ça, c'est venu de symbiose, de coopération entre cellules. C'est une stratégie du vivant pour survivre et vivre le temps long. Et donc, pour moi, la nature, c'est un paysage vert avec des petites bulles de compétition. C'est là le grand retournement. Pourquoi? Parce que la compétition, elle existe dans la nature pour des questions de territoire ou de reproduction ou n'importe. Et il y a des animaux qui se battent, on ne peut pas le nier. Mais en fait, la plupart du temps, ils évitent de se battre. La compétition, c'est mutuellement néfaste pour les espèces. C'est une relation moins-moins, la compétition. Et on peut se blesser, on peut se tuer. Et beaucoup d'animaux ont développé des comportements ritualisés. Ils arrivent à la limite, ils font Rouar, ils montent les biscottos, ils font OK, moi je me bats pas, mais t'as gagné, mais sans se battre. Parce que c'est risqué, c'est stressant et tout ça. Donc, la compétition, oui, quand ça dure 5 minutes. Et quand on fait semblant, si possible, parce que c'est fatigant et ça fait mal.
Et c'est pareil pour les Jeux Olympiques, parce que souvent les gens ils me disent ouais, mais attends, la compétition c'est vraiment génial, ça fait sortir le meilleur de nous-mêmes, l'émulation, nanana, nanana. J'ai entendu ça toute ma vie. Mais en fait, non. Parce que enfin oui et non, les athlètes des Jeux Olympiques, par exemple, ils arrivent aux Jeux Olympiques, hôtel, massage, super bain et tout. Vraiment, ils ont les bons matos. Ils ont envie d'y aller. Ils se sont bien préparés. Et tout le monde les regarde et les applaudissent. Ils arrivent, ils se battent 5 minutes, un quart d'heure. Voilà, ils font leur petite affaire, compétition. Et après, ils reviennent, tout en transpiration, là. Ils reviennent à l'hôtel, massage, bonne bouffe et tout. Super la compétition. En fait, c'est toujours les dominants qui disent que la compétition est bien parce qu'ils n'ont rien à perdre. Voilà. Et donc la compétition, oui, quand elle est cadrée. Et si tu mets en compétition tout le monde, tout le temps, c'est l'enfer. Tous les chômeurs, tous les retraités, toutes les entreprises, les écoles, les universités, les travailleurs, tout le monde en compétition tout le temps, ben c'est juste ulcère, cancer, ça détruit les individus et ça détruit les sociétés. L'axe de la violence horizontale détruit les sociétés. La compétition détruit les liens. C'est un principe, quoi. C'est une force de dissociation, la compétition. Donc, elle doit être méga cadrée. Et les Jeux Olympiques, c'est une manière de le cadrer. Et donc, la nature, c'est ça. C'est du vert avec des petites bulles rouges hyper cadrées. Et si la nature n'avait pas cadré ça depuis 4 milliards d'années, il n'y aurait pas de nature. On ne serait pas là. La compétition, elle détruit tout. Mhm. Voilà. Donc, c'est un Donc, du coup, renversement total de mythologie qu'il faut opérer. Et là, une fois qu'on a mis ces lunettes, on peut voir les choses un peu plus sereinement. Et donc, tous ces phénomènes de catastrophes, etc., sont plus lisibles. Et en plus, ça redonne confiance en nous, en la nature, et on voit les autres être vivants, non pas comme des ressources à exploiter ou à tuer, à massacrer, mais comme des alliés. Enfin, bref. J'ai encore été long, mais ouais, bah écoute, non, non, c'est passionnant, c'est super. On va essayer Après, je vais passer la parole à Thierry qui va exploiter d'autres facettes de ton livre et de ton propos. Juste avant de lui donner la parole, juste peut-être tu peux nous expliquer. Alors, on connaît tous le survivalisme, en tout cas, c'est quelque chose qui est communément admis. On en a parlé, qui n'a pas forcément bonne presse et a raison hein, pour plein de points. Toi, tu parles de supervivialisme. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau ah, t'as concept? spoilé. T'as spoilé mon Oh là effet en là, conférence. oh Alors, purée. attends. Euh, ouais, c'est un petit déclic sympa. J'adore les déclics, moi. Euh, alors, le survivalisme, moi, j'ai toujours eu du mal à me moquer. Je trouve ça totalement légitime de vouloir se sauver, sauver sa peau, sauver sa famille et tout. Et survivre, enfin, moi, je trouve ça normal. Le problème, c'est quand on l'exagère. Et la survie, en fait, elle est temporaire, c'est du court terme. Tu survis un petit peu, mais une fois que la catastrophe est passée, tu passes à la vie. Passer de la survie à la vie, c'est faire du lien, trouver du sens, etc. En fait, quand tu convertis la survie, qui est légitime, le bunker, c'est pareil, hein. C'est OK d'avoir un bunker quand tu as une tempête, mais tu sors du bunker après la tempête, tu vois. Tu vis pas dans un bunker. Quand tu en fais une idéologie et un principe de vie, là, c'est pathologique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de critiquer non pas les individus qui pratiquent la survie, ça c'est très bien, mais ceux qui en font une idéologie qui est toxique. Toxique pourquoi? Pour les sociétés. Parce qu'en fait, quand tu vas dans ton bunker et comme les ultra riches, tu décides de vivre là, c'est-à-dire que tu fais un gros fuck à la société, en fait, à la société qui t'a mis là-haut. Tu vois? Les démocraties de masse ont porté, ont éduqué ces gens-là, on leur a tout donné, et puis eux, ils font un gros fuck, et puis ils vont dans leur bunker de riches. Donc ils font sécession, comme disait Bruno Latour, ils détruisent eux-mêmes le projet moderne que eux avaient contribué à créer. Donc c'est eux qui détruisent la société. Et le bunker, à long terme, juste un aménagement architectural de destruction de la société. Il n'y a plus de lien social. Tu vois, c'est comme les zombies. Les zombies dans les films de zombies, c'est la métaphore de nos sociétés. C'est des êtres qui déambulent comme ça, qui en errance, donc dissociés, qui n'ont pas de lien entre eux et qui dévorent le monde. C'est pas la meilleure métaphore de notre société, ça? On est une société zombie. Et en plus, on revit, on nous tue, on revit. Enfin, c'est l'enfer, quoi. On veut pas mourir alors qu'on sait qu'on est mort, tu vois, comme en tant que société. Bref. Et donc, le survivalisme, c'est de pousser à l'extrême les curseurs, j'allais dire débiles, mais c'est un jugement, mais néfastes de notre société, que sont le matérialisme,
et la compétition. C'est de croire qu'on va se sauver avec le meilleur sac à dos, le meilleur couteau, le meilleur filtre à eau, le meilleur machin, le matériel, et par un chacun pour soi géant, où moi je vais avoir le meilleur flingue et je vais niquer tous les autres, comme on a vu dans les films Walking Dead et tout ça. Donc c'est du grand n'importe quoi en idéologie. Et en fait, les gens qui vont là-dedans, ils réduisent leurs liens sociaux. Et la science a montré que c'est hyper vulnérable. Si tu fais ça, tu te coupes l'herbe sous le pied, en fait. Tu t'empêches de vivre à long terme. Tu vois, Et donc, la posture inverse que je voulais déployer et qui est jamais visibilisée, c'est que pour se préparer aux crises, il faut faire des liens sociaux. Il faut avoir plus d'amis, plus de voisins. Si tu te prépares aux crises en coupant des liens, c'est que tu es dans la mauvaise direction. C'est que non seulement tu te vulnérabilises, mais c'est que tu détruis la société. Donc le supervivalisme, ce que c'est appelé supervivalisme, c'est un contre-pied juste pour dire que en fait, se préparer aux crises, c'est kiffer la life, c'est avoir plus d'amis, plus de voisins. Et en fait, si les crises n'arrivent pas ou tardent à venir, on aura amélioré nos vies. C'est ça la posture du supervivalisme. Ben, merci beaucoup. Effectivement, ça donne vraiment envie et ça compte. Je vais laisser la parole à Thierry justement pour cette entraide, pourquoi faire et quelle portée politique. Merci Nadège Salut et Thierry. salut Pablo. Justement, effectivement, ta dernière réponse va faire le lien avec cette seconde partie, hein. Ton livre est partagé en plusieurs parties. Et effectivement, on a beaucoup parlé de cette question de l'entraide dans les catastrophes pour faire face et justement, tu disais en même temps, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'entraide que je voyais dans le monde vivant. Et nous faisons partie de ce monde vivant, hein. Et du coup, euh, ton livre est intéressant aussi pour cela, parce que tu montres que ce n'est pas qu'une disposition à développer lors des crises, mais que ça peut servir dans notre vie quotidienne. Est-ce que tu pourrais préciser les différents usages de l'entraide dans cette vie quotidienne, indépendamment des crises et des catastrophes? Ah ouais, merci pour ça. Effectivement, là, on aborde depuis le début le thème des tempêtes. Moi, c'est l'angle que j'adore. Et, et en fait, en prenant la ficelle de l'entraide et en déroulant la pelote, on se rend compte que l'entraide, ça sert pas seulement à traverser les crises, donc résilience, ça sert à résister contre les dominations, etc. Ça sert à prendre soin, à réparer, à régénérer. Là, on retrouve les 4 R d'adaptation radicale. C'est vraiment un couteau suisse et ça sert à vivre mieux au quotidien, même quand il y a pas de crise. En fait, c'est tout simple, c'est logique, ça réduit l'isolement, t'as plus confiance en tes voisins, Nous, un grand principe qu'on avait soulevé dans le livre L'Entraide, ça se retrouve dans le vivant, c'est que l'entraide appelle l'entraide. Quand tu tisses un lien d'association mutuelle avec quelqu'un ou une autre espèce, tout à coup, apparaît de la nouveauté. C'est comme ça que la nature innove. L'innovation vient des liens d'association. Et en fait, une entraide peut amener une autre. C'est-à-dire, l'exemple qu'on citait souvent avec Gauthier, c'est les mycorhizes. Vous connaissez les racines des arbres qui sont prolongées par des champignons qui en fait connectent toute la forêt. Donc, champignons et arbres se sont associés. Ça, a- Ça a rendu beaucoup plus puissants les arbres et les champignons. Et en fait, ça a permis de connecter les arbres. Et grâce aux champignons, les arbres peuvent s'entraider, ce qui n'était pas possible avant. C'est un truc de ouf. Et donc, moi, au quotidien, voilà, quand tu connais ta voisine, tu oses aller la voir, même si tu l'as trouvée un peu conne, ou qu'elle était chiante, ou je sais pas quoi, tu vas la voir, tu fais un effort, et puis tout à coup, il y a un truc qui se passe, on commence à se dire bonjour, on s'entraide, et puis tout à coup, tu peux lui prêter un outil, et puis elle te présente à quelqu'un, mais tiens, je t'ai pas présenté ce voisin-là, et puis ça fait cercle vertueux, en fait, ça fait tache d'huile. Et c'est ça qu'on dit aussi dans le manifeste, c'est que
Il y a plein de types de liens. Je ne sais pas si on va l'aborder ça ce soir, si on aura le temps. Mais le lien entre voisins, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'on ne les choisit pas toujours. On peut les choisir, hein, mais et que, il faut apprendre à s'entendre avec des gens qu'on n'aime pas, a priori, avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous. Et ça, c'est hyper chaud dans notre société. J'ai l'impression que tout le monde est divisé partout parce qu'on se retrouve dans un entre-soi très confortable. euh, On adore, hein, les êtres humains, ils ont le cerveau taillé pour ça, pour se retrouver avec des mêmes personnes moralement homogènes. Il y a des grands, comment dire, des grandes étiquettes morales et on adore se rassembler dans l'entre-soi. Et ça fait du bien, et c'est OK l'entre-soi, hein, vraiment, ça ressource, et c'est super, on trouve sa tribu et tout ça. Sauf que la vie, c'est pas que ça. La vie, c'est aussi aller vivre convivir en espagnol, comme on dit, vivre ensemble, enfin convivir, avec les autres, même si c'est des trous du cul, ou même si ils nous aiment pas. Donc, là, on a un angle mort, on a quelque chose à travailler, c'est comment construire la paix. Et je reviens encore à ce que tu as posé, Daniel, au début, les axes d'adaptation radicale. Moi, je suis totalement en phase, c'est-à-dire, je me considère pas en guerre, moi. Souvent, on me dit, mais on est en guerre et tout. Mais non, mais moi, je suis un artisan de la paix, parce que si tu ramènes la guerre dans un climat de guerre, tu augmentes l'axe de violence verticale et horizontale. En fait, tu rajoutes du chaos au monde. C'est compliqué, hein, voilà. Donc, ouais, c'est des savoir-faire qu'il va falloir déployer. Je me rends compte, je me suis un peu perdu dans la question. Donc, toi, c'était Ne- l'entraide pour le quotidien. Bah voilà, en fait, ça amène plein de choses. Sauf que, petite parenthèse, mais je peux pas déployer. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit un grand principe que l'entraide émerge en milieu hostile, spontanément. Et en milieu d'abondance, et c'est plus difficile, la compétition émerge. Ça, il faut que je précise parce que souvent en conférence, ça apporte des... Déjà, ça va à l'encontre de notre mythologie, de nos croyances. On croit qu'en milieu hostile, tout le monde va se flinguer et qu'en milieu d'abondance, tu sais, c'est ce qu'on nous raconte. Oh, si le PIB est haut, enfin, si on devient riche, alors on pourra redistribuer, il y aura une sécurité sociale. Mais il faut d'abord être riche. En fait, non. Ça, c'est une manière de construire la société, c'est un projet politique. Mais c'est pas ça. Dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Bon, je prends 2 minutes quand même pour l'expliquer. C'est vaste. D'un côté, milieu hostile. Donc, imaginez-vous des manchots, fera plaisir à Daniel, en Antarctique. Ils se les caillent. Il y a un vent, une tempête de moins 200 degrés en ressenti. Et ils se blottissent comme un blob là. Et qui sont au bord, ils ont froid, donc ils rentrent après un moment et ils se réchauffent et ils échangent. Tu vois, ils survivent en groupe. Imaginons un manchot economicus qui est là, ouais, non, mais j'y crois pas, la société. Et comme Thatcher, Thatcher avait dit, la société n'existe pas, hein. There is no such thing as society. Elle a dit ça, elle est folle. Et donc, imaginez Manchot economicus, il dit, non, mais moi j'en ai marre, je suis un économiste et je m'en vais. Bah, en fait, il meurt, tout simplement. Il peut pas survivre sans le groupe. Donc, en milieu hostile, c'est simple de comprendre que les égoïstes et les individualistes meurent en premier, ils sont pas sélectionnés par l'évolution. La compétition, je disais, détruit les sociétés et en fait, ceux qui survivent, c'est ceux qui s'entraident le plus. Ok. Ce qui est plus dur à comprendre, c'est pourquoi, en milieu d'abondance, émerge la compétition. Eh bien, en milieu d'abondance, on peut totalement avoir des comportements d'entraide. La preuve, nous, on est dans l'abondance en France. On vit bien, on est riche. On a chacun, vous savez, pardon, 500 esclaves énergétiques ou 400, comme disait Jean Covici, comme dit Jean Covici. Et que grâce au pétrole, aux énergies faciles, on est tous des pharaons, d'accord? Donc là, on n'est pas, il y a combien de personnes là? 100. On n'est pas 100 ce soir, on est 100 fois 400. Ça veut dire 40 000. C'est ça? C'est ça. On est 40 000 ce soir à la conférence. Parce qu'on a tous 400 esclaves. Donc, étant super riche, moi j'ai 400 esclaves énergétiques, c'est trop bien pour me nourrir, me chauffer, faire des petites visios cool et tout. Lire des livres, écrire des livres, gros luxe. Je suis un pharaon, hein, n'oubliez pas, et vous aussi. Donc, on peut se permettre de dire à son voisin, écoute,
je t'emmerde. Ah, j'ai pas besoin de toi. Et c'est un luxe de dire je t'emmerde. C'est vraiment pour les riches. Il n'y a que les riches qui peuvent dire ça. Parce que sinon, enfin, quand on a besoin les uns des autres, voilà, on ne peut pas se permettre ça. Et en fait, dans des milieux d'abondance, il peut y avoir de l'entraide, mais comme il y a des comportements de compétition, de riches, d'accaparement, de violence qui apparaît, les gens violents sont ceux qui gagnent le plus vite. Ils choisissent le court terme, ils réussissent, ils gagnent, ils accaparent, ils niquent les autres. Et donc, ils vont prendre une position dominante et ils vont créer une structure hiérarchique pyramidale pour maintenir leur domination. Violence verticale, violence horizontale. Et ainsi, euh, je me suis perdu. Et ben, Oui, mais en fait, tu t'es perdu, mais en fait, je crois qu'on est au cœur du sujet. oui, c'est ça. Par rapport à cette problématique que nous sommes dans une société qui serait cool, d'abondance, avec tous ces esclaves énergétiques. Et du coup, la portée politique de ton livre, et c'est peut-être aussi pour ça que tu l'appelles manifeste, c'est qu'il y a un projet politique, me semble-t-il, qui est à la clé. C'est-à-dire, et on peut reprendre le R du renoncement de l'adaptation radicale. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes dans cette société d'abondance, peut-être, que en même temps, nous sommes en train de créer les conditions des effondrements et que ne pas le voir, c'est effectivement continuer dans le business as usual et de continuer à jouer des cartes individualistes. Et en fait, si on renonce ou si on cherche à renoncer à ça, à ce moment-là, effectivement, l'entraide retrouve toute sa pertinence et ça devient un projet politique. Enfin, quel est ce projet politique qui anime finalement cette analyse? Ouais, bah, je crois que je l'ai un peu esquissé. Oui, mais C'est pas exprès. est-ce que Moi, tu pourrais développer justement? ouais, j'ai une manière de voir le monde et ça peut devenir ça devient un projet politique, mais ça a été nourri aussi par mes lectures, par des. Bah, c'est le projet de la paix, moi, c'est de réduire la violence horizontale et la violence verticale. Donc c'est simple. Mon projet, il est de démonter les structures hiérarchiques pyramidales et de démonter la compétition, de cadrer la compétition. Ça s'appelle quoi? Bah, ça s'appelle l'anarchisme, ça s'appelle communisme libertaire, c'est des grands principes du vivant en fait, tout simplement. Les peuples premiers fonctionnent comme ça aussi, c'est-à-dire un projet de politique horizontale. Hmm. C'est complexe, ça met du temps. Fabriquer de la confiance, c'est beaucoup plus dur et lent, subtil que juste taper sur son voisin. Donc la violence, elle est plus facile, cet axe de la violence et gagne toujours au début, mais après il finit par s'effondrer. Donc c'est investir dans la violence, c'est gagner à court terme et c'est perdre à long terme. Voilà, c'est une manière de le résumer. Et investir dans la paix, c'est perdre à court terme parce on se fait massacrer par les violents, mais c'est investir dans le long terme. Et donc là, tout le projet politique, c'est comment cadrer la compétition, en tout cas les émergences de violence. Et tout le projet politique anarchiste, c'est d'empêcher les psychopathes de prendre le pouvoir. C'est tout. Vous savez qu'il y a 1% de psychopathes dans la population, des gens qui ne ressentent pas, qui n'ont pas d'empathie. Et en fait, notre système hiérarchique pyramidal les sélectionne. Donc il y a 15 à 20%, 25% de psychopathes dans les prisons. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait 3 à 6, on m'a dit 10 aussi % de psychopathes chez les dominants, donc chez les gens qui sont au-dessus de la pyramide. Donc voilà, on a construit un système qui sélectionne. En fait, pour être chef de 80 millions de personnes, mais en vrai, tu les connais même pas. Comment tu peux être chef de gens que tu connais pas? Avec les humains pour faire ça. Et pour arriver à des niveaux de compétition, pour monter cette hiérarchie, il faut savoir jouer des coudes et marcher sur la gueule de son prochain. C'est vraiment très difficile, hein. Quand tu es sain d'esprit, il y a un certain niveau de la hiérarchie que tu peux plus monter. Enfin, c'est plus possible. Donc voilà, c'est ça le projet politique pour moi. Je sais pas concrètement comment ça va être. Il y a plein de livres là-dessus et il faut les traduire. Avec notre environnement et notre, comment dire, le caractéristique de notre époque et de notre pays, de notre culture française, etc. Mais globalement, moi, c'est le paysage que je vois.
Et c'est en lien avec l'effondrement, parce que c'est directement lié aux causes de l'effondrement, pour moi, hein. Ça, c'est ma grille. Je sais pas si c'est un projet politique large, pas encore au contour un peu flou, tu vois. Je pourrais pas en faire un programme, mais on peut. C'est pas à moi Oui. d'amener des programmes politiques, je le sens pas. Mais Mhm. on peut le faire ensemble si vous voulez. Oui, mais c'est vrai que tu fais souvent référence à des auteurs qui sont dans la galaxie de la pensée anarchiste, mais bien souvent, je dirais, pour ceux qui ne participent pas de cette galaxie, c'est un terme qui renvoie au désordre, au Ouais. chaos, enfin, au contraire à la violence aveugle. euh, Quand on t'écoute, on a plutôt le sentiment que effectivement ça serait plutôt une force de cohésion sociale, de paix. Bon, c'est cette dimension-là qui me semble intéressante dans le manifeste, parce que tu rappelles que depuis la fin du 19e siècle, en fait, le lien social s'est érodé avec la force de développement de la société capitaliste, puis néolibérale, et tout ça au nom finalement de ce qui mobilise encore beaucoup d'intérêts et beaucoup de préoccupations, hein. Le développement, l'épanouissement individuel et personnel, enfin, je dirais ça aussi, c'est une grande mythologie, hein. Et tu appelles parfois aussi à une restauration des anciens liens communautaires. Et tu proposes d'inverser l'imaginaire. Enfin, il y a tout ce discours que tu développes dans le livre, d'entrer dans un nouveau récit, mais en même temps, bon, est-ce que tu peux préciser les choses? Parce que comment est-ce qu'on peut combiner, faut-il combiner à la fois l'individualisme démocratique, qui est je dirais, une dimension qui nous importe, et en même temps l'esprit communautaire, parce que c'est des choses qui sont rentrées en contradiction dans l'histoire de notre développement, de notre modernité. Comment est-ce que tu vois les choses à ce niveau-là? Quelles sont les articulations que tu imagines à cet endroit? Attends, excuse-moi, mais je vois des commentaires sur l'anarchisme. Juste préciser, effectivement, c'est la plus haute expression de l'ordre, comme disait Élisée Reclus, un grand géographe anarchiste, Mhm. c'est-à-dire la manière de s'organiser sans hiérarchie et sans pouvoir, en fait. Et c'est pas du tout le désordre. Et si on les a considérés comme violents, c'est parce que l'État a fait des lois scélérates suite aux attentats anarchistes au début fin du 20e, fin du 19e, début du 20e. Il y a eu des attentats anarchistes où ils ont tué des présidents, etc. Mais c'est une courte période, la violence. Et finalement, ça a marqué les esprits, alors qu'il y a beaucoup d'anarchistes non violents, pacifistes, etc. Et que, enfin bref, l'histoire des révolutions est très belle, les révolutions anarchistes. C'est une belle utopie. Donc voilà, c'est à pas confondre avec les libertariens qui, Mhm. eux, prônent la compétition, la violence horizontale, sans structure. Donc c'est du grand chacun pour soi. Évidemment, ça mène à rien du tout. Ils n'ont jamais fait de société puisqu'ils autodétruisent leur société. Donc c'est absurde. Les libertariens, ça n'a aucun sens. Musk et compagnie, là, c'est n'importe quoi. Au contraire, ils nourrissent les fascismes. Ils peuvent nourrir la violence verticale aussi. Donc Trump, c'est l'axe fasciste. On est dans la violence horizontale et verticale. Et l'anarchisme est précisément l'inverse. Voilà. Ah, du coup, merde, j'ai oublié ta question. La question, c'était comment combiner finalement Oui, des choses qui nous importent comme euh, l'individualisme démocratique, hein, oui, c'est qui ça. est une des dimensions, et en même temps l'esprit communautaire. Ouais, c'est une question centrale. Merci de la poser. Et j'ai pas totalement la réponse. C'est-à-dire que moi, je sens, et c'est pour ça que j'écris le livre, qu'on a une grande perte de liens dans nos pays. Et il y a plein de causes, hein. En fait, je découvre en présentant le livre que la solitude est une vraie épidémie, qui est un grand axe majeur de l'OMS. Il faut lutter contre l'épidémie de solitude qui détruit le tissu social, etc. Bon, et il y a plein de causes à ça. Euh, donc, nos sociétés, c'est pas des liens de ouf en vrai, hein, qu'on a dans. On a les amis, la famille, euh, et puis plein d'amis Facebook, mais en fait, on s'en fout un peu.
c'est pas des liens forts. Voilà, les liens denses et légers, je les appelle. Donc, c'est les scientifiques disent strong et weak, mais je dis dense et léger. Et en fait, euh, c'est comme si, c'est une intuition, hein, si l'État disparaissait, ben, où sont les vrais liens? Voilà. Donc moi, je trouve que nos sociétés, on a des liens assez faibles par rapport à des sociétés sans État, qui ont des liens communautaires très forts. Ok, ça c'est un peu la caricature. Disons en France, entre l'individu et l'État qui a pris le monopole du lien social, il n'y a pas grand-chose, à part le tissu associatif qui est certes très riche et fourni et dense en France, mais comme je dis, l'associatif pour moi c'est du collectif, c'est pas du lien communautaire. Moi j'ai été assez influencé aussi par les communities en anglais, qui sont des pays plutôt protestants, tradition protestante. Donc nous, le catholicisme, la culture catholique et monarchique qu'on a gardée en France, c'est vraiment la culture de la hiérarchie pyramidale et pas du tout des communities. Et les pays protestants anglo-saxons, ils ont cette défiance envers l'État et le fait d'avoir des liens très forts avec leur communauté, qui est lié au voisinage aussi, hein. Neighborhood, community, il y a quelque chose de très puissant là-dedans, de chaleureux, que nous, on n'a pas. On étudiait avec le projet de recherche des communities en Australie qui s'organisent avec les pompiers et tout pour faire du community building en fait, pour faire de la résilience. C'est génial ce qu'ils font autour des communautés. Mais tu dis ça en France, communauté, tout de suite ça fait communautarisme et ça s'oppose à la République, au projet républicain qui est le vrai lien que la nation, la culture française veut déployer en fait. C'est pour ça que je dis le monopole du lien social. Mais moi, j'ai envie de. Je pense qu'on a besoin, c'est pas que j'ai envie, c'est qu'on a besoin de liens forts à plus petite échelle, à des échelles humaines. Et ça, c'est pas que parce que j'ai envie, c'est parce que c'est vachement plus résilient, vachement plus sain pour nous, les humains. On est fait de telle manière qu'on interagit à telle échelle, en fait, à l'échelle locale. Et au-delà de l'échelle locale, c'est toute la pensée de Illich, il y a des seuils de contre-productivité. Tous les systèmes au-delà d'une certaine taille deviennent contre-productifs. Et pour moi, l'État est devenu contre-productif. C'est des échelles trop grandes, qui sont inhumaines, avec des bureaucraties immenses, avec toutes les pathologies de la hiérarchie, de la membrane, de plein de choses. Bref. Donc, comment on fait pour articuler tous les acquis de la démocratie de masse, c'est-à-dire l'individualisme, la liberté construite dans ces grands blocs étatiques, la liberté, par exemple, l'anonymat en ville. C'est génial, ça a libéré en fait plein de gens qui étaient pris dans leur communauté, leur petit village où ils pouvaient rien dire, rien faire, rien penser. Tout à coup, ils se libèrent parce qu'ils sont anonymes dans la ville, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et tout cet élan de liberté individualiste, qui est un acquis de la modernité, de nos démocraties de masse. Comment on pourrait conserver les bons côtés, parce qu'il y a plein de mauvais côtés, en particulier dans une catastrophe, l'individualisme et l'anonymat, c'est terrible en ville. Mais bon, bref. Et comment on pourrait conserver les bons côtés des communautés locales sans avoir le côté étouffant, etc. Donc ça, c'est à travailler. Là, il y a un vrai projet politique. Et peut-être qu'il y a des anthropologues ou des politologues qui ont déjà pensé ça. Moi, j'ai pas encore vu les travaux, j'ai pas assez creusé. Mais là, on a un vrai champ de recherche pour la philosophie politique, quoi. Mhm. Oui, je crois qu'on touche là, et tu le dis toi-même, hein, on est sur un sujet euh, qui est encore à construire, hein, comment Oui. combiner des choses auxquelles on tient et auxquelles effectivement qu'on veut garder, et en même temps ne pas se laisser emporter par toutes les dérives ou les effets pervers de ces éléments-là aussi, hein, pour revenir je dirais, cet esprit communautaire. Et il y a une véritable tension dans notre modernité entre l'individu et la communauté. Et peut-être que c'est le moment peut-être de rentrer dans cette question de l'entraide en pratique, hein, parce que Juste avant que tu passes la parole, oui, excuse-moi Thierry, mais sur la question politique, j'ai compris que c'était toi qui amenais la question politique, mais oui, euh, ma stratégie depuis 15 ans, c'était d'être assez neutre, entre guillemets, politiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai mes idées politiques et je les défends et tout, mais j'essaye d'arriver avec des concepts en les neutralisant un peu, et on me l'a beaucoup reproché, parce que comme ça, tout le monde peut s'en emparer, à gauche, à droite, partout. Et je sais qu'il y a des gens bien partout dans les bureaucraties.
Il y a des sportifs qui sont très bien aussi. Non, mais je déconne, mais il y a des gens bien partout. Et si j'arrive, et moi je veux les toucher, ces gens-là, voilà, je veux toucher tout le monde. Donc je suis obligé un peu de neutraliser. Si j'arrive en disant le réseau des tempêtes, c'est un truc anarchiste, c'est compliqué. Oui, Alors que ça, enfin, ça l'est parce que, mais voilà, et cette étiquette morale et politique, elle déploie beaucoup trop d'imaginaire et on passe du temps en fait à essayer mm, euh, de réparer les malentendus, mais bref. Donc mm. moi, je voulais que ce concept aussi, il s'applique à tout le monde, à toutes les échelles, à tous les pays, etc., le plus possible. C'est pour ça que j'utilise les crises. C'est un peu neutralisé, voilà. Mais en fait, l'entraide a un vrai potentiel politique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, Oui, oui, enfin, je pense qu'effectivement, il y a un projet politique au sens de une remise en ordre ou d'un autre ordre du fonctionnement social qui remette au centre la problématique du lien social, hein, puisque c'est le cœur même de fonctionnement des sociétés. Mais et je crois que à cet endroit-là, il ne faut pas s'illusionner. C'est l'entraide au quotidien, c'est comment nouer ces relations avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et je crois que c'est sans doute, et c'est ce que tu exprimes, hein, le vrai sens du politique par rapport à ça. Et donc, la question qui se pose, et c'est pour ça que je crois qu'on peut en venir là, c'est il y a effectivement les concepts, tu en as parlé un petit peu, il y a la dimension politique de tout ça, et maintenant la question c'est on avance comment? Et c'est là où je laisse la parole à Julien. Mais si tu veux, on pourra reparler à un autre moment de quelque chose qui était, je dirais, dans la ligne droite des travaux d'Émile Durkheim, hein, que tu cites, hein. Il y avait effectivement toute une mouvance qu'on appelait le solidarisme, qui était une pensée politique assez intéressante, je crois, et qui a été un peu enfouie dans l'histoire récente, enfin du début du XXe siècle. Voilà. Bon, je laisse la parole merci Thierry. à Julia et à très bientôt. Merci Thierry. Donc c'est à mon tour de tripatouiller le cerveau de Pablo. Euh, Avec on, consentement. voilà. Avec son consentement, on a préparé à l'avance, hein, donc il sait déjà à quoi il s'expose. Je sens qu'il y a une certaine déception parfois par rapport même à la soirée qu'on fait là, parce que des gens vont attendre des choses, attendre des réponses, attendre des choses Le très Messie. concrètes, très pratiques, très directes à faire. Alors, ça ne nous pose pas du tout de problème de décevoir les gens en adaptation radicale, hein, puisque on assume totalement la négativité des choses, et les émotions négatives, le renoncement, la déception, la difficulté, on est tout à fait raccord avec ce qu'on fait. Donc, désolé si vous êtes un peu déçus. Par contre, je vais te demander un petit peu, sur des objets un peu définis, comme le livre et l'association Réseau des Tempêtes, déjà pour bien préciser. Donc là, tu sors un livre. Donc voilà, tu as Oui. écrit un livre, il y a un éditeur qui le distribue. T'attends quoi en fait comme effet de ce livre? Qu'est-ce que tu penses que ce livre va provoquer? Quelles sont les dynamiques qu'il va déclencher très concrètement? Les gens lisent ce livre et qu'est-ce qui se passe pour eux? Enfin, comment t'imagines les choses de ce côté-là, très Ah bah opérationnellement dans ouais, la vie des gens? bonne question. Ouais, pour moi, c'est un concept. Donc, je le sors, enfin, j'essaye de le visibiliser. Donc, c'est d'abord un concept. Donc, John Amici, et on a essayé de le travailler. Donc, du coup, c'est un livre, c'est un objet livre pour être c'est une carte de visite pour les médias aussi et pour être invité partout et rencontrer des gens. Un médium, quoi. Et peut-être ça sera un mouvement, peut-être pas. En tout cas, on a fondé une association pour concrétiser ça dans la matière. En fondant l'asso il y a 1 an et demi, on est, on l'a fondé un peu, bah, j'imagine comme la plupart, sans savoir vraiment dans quoi on mettait les pieds. Et on découvre un véritable écosystème de gens et d'institutions qui bossent là-dessus,
qui bosse sur l'entraide, qui bosse sur les crises, parfois sur l'articulation, et avec ou sans les institutions. Alors en France, très peu. En France, les crises et la gestion de crise, elle est très institutionnelle. C'est l'État, le ministère de l'Intérieur, les pompiers, la Croix-Rouge, etc. Les mutuelles aussi, enfin voilà. Donc nous, on découvre tout ça avec le groupe URD, avec notre projet de recherche. Euh, donc avec Véro, petit coucou à Véro de Geoffroy, Véronique de Geoffroy, qui dirige le groupe URD. Et Nadine, peut-être qu'elle est là, Nadine aussi, Nadine Baguet. Et toute une équipe, on- on est en train avec ce savoir-faire humanitaire, d'arriver avec des nouvelles idées, mais on découvre cet écosystème, comme je l'appelle. Moi, je trouve que pour répondre à ta question, Julien, le premier élan, c'est d'aller découvrir et prendre soin et faire des liens, prendre soin de cet écosystème. Savoir ce que font les autres, essayer de les aider, essayer de tisser des liens de coopération et voir comment on peut participer à notre échelle et voir s'il y a des trous dans la raquette, on les fait. Après, il y a beaucoup moins en France sur le côté citoyen. Là, je parlais d'institutionnel et pour arriver à travailler l'articulation avec les secours, ok. Mais le livre, il est plus à destination là, du grand public pour arriver à ce que individuellement, les gens qui lisent le livre, ils aient l'envie, cet élan, j'ai envie de partager cette flamme de refaire du lien dense. Moi, je trouve que c'est essentiel. Ça amène de la joie, ça amène de la sécurité, ça amène de la confiance. C'est génial. Et je l'ai goûté, j'y ai goûté, donc j'ai envie que les gens... voilà. Et ma manière, c'est de transmettre des concepts et des idées. Et l'assaut, ça serait d'agréger plein de gens pour faire un creuset, un laboratoire de pratiques, d'idées, de faire des formations, d'inventer des nouveaux outils. Toi, je sais que tu as inventé le jeu de l'entraide qui est génial, qui se déploie. Voilà, ben, le creuset, c'est ça aussi. C'était à une réunion, enfin, tu avais participé aux réunions là depuis quelques années. On se fréquente depuis quelques années déjà. Donc, il y a, mais dans le côté citoyen aussi, il y a tout un petit écosystème d'associations, de groupuscules, je pense à, bah, pas seulement Adaptation Radicale, en tout cas sur l'effondrement, il y a Adrastia, peut-être que Clémence est là, et un coucou à Clémence, Clémence Marc. Euh, il y a Solaris, qui est aussi un réseau d'entraide très bizarre, qui a démarré de manière incroyable, et puis qui a eu plein de problèmes de réputation et de machin, et de... Voilà. Mais tout ça forme un écosystème, je pense, dont il faut prendre soin. Donc c'est à la fois ouais, stimuler les idées, rassembler des gens, prendre soin de l'écosystème. Pour l'instant, j'en suis là. On a évidemment des idées plus concrètes, mais moi je trouve qu'il faut d'abord prendre soin des liens qu'on fait. C'est-à-dire que si on va trop vite et on vise l'efficacité, on amène de la violence. Vous voyez le discours d'Olivier Hamon, que on peut remplacer toujours le mot performance et efficacité par violence, et ça marche. La performance, c'est de la violence. Donc si on veut faire vite et grand à grande échelle, moi je me méfie toujours des gens qui disent vite, vite à grande échelle. C'est souvent un signe de catastrophe. Dans la nature, toutes les solutions sont petites et lentes, c'est comme ça. Et un changement dans la nature qui est rapide et grand, ça s'appelle une catastrophe. Donc voilà, pour l'instant, c'est le démarrage. J'adore cette idée de tisser du lien avec tout ce que vous avez déjà fait, adaptation radicale, voir comment est-ce qu'on se marche sur les pieds ou pas, est-ce qu'on passe en mode coopération ou compétition. Moi, j'ai toujours l'image de la forêt. Quand une forêt brûle, évidemment, elle repousse, hein, c'est effondrement renaissance, c'est comme ça les systèmes vivants. Pas tout le temps d'ailleurs, mais bon, principalement, elle repousse. Et en fait, elle repousse par des jeunes pousses qui sont pas tous les mêmes. Il n'y a surtout pas à viser l'homogénéité. Les jeunes pousses, elles doivent avoir une diversité d'espèces, voire un dissensus. Et moi, je trouve que là, plein de choses sont en train d'émerger. Et s'il y a du dissensus, c'est OK. Et ça se travaille. Et on a assez de boulot pour être plein d'assauts, etc. Donc, voilà, on est en train de démarrer, on y croit avec le cœur. Tout ce qu'on fait, c'est avec le cœur. Et puis, on va voir avec les gens et les liens qu'on fait, comment ça va se traduire dans le concret. Si tu veux plus concrètement, parce que je vais encore rester abstrait, je m'en excuse. Mais par exemple, les jeux, tu fais le jeu de l'entraide, Julien, avec une sorte de jeu de rôle, voilà, mais on pourrait
très bien, et c'est mon rêve depuis des années, c'est faire des serious games géants en impliquant les secours, les villes, des quartiers entiers on pourrait faire des grands jeux de pénurie. Ça serait ouf, ça, de faire ça. Tout un quartier, on coupe l'eau, on coupe le gaz, on coupe l'électricité, on coupe les portables, on coupe les voitures, on coupe la télé, et on joue à tenir 1, 2, 3 semaines, un mois. Et puis on aurait un carnet, pourquoi pas, je suis en train de rêver là, mais un carnet avec, moi j'ai ma troisième étoile de gaz, j'arrive à tenir 3 mois sans gaz naturel, 2 mois sans eau. Et puis on fait des grands jeux grandeur nature comme ça, où évidemment on joue. Le jeu, on joue et on a envie de progresser et on se file nos tips et on voit où nos points de vulnérabilité. Donc la résilience, c'est une question d'entraînement, d'expérimentation, c'est pas un concept, quoi. Et pourquoi le jeu? J'arrive sur le jeu et je te file la parole après, parce que le jeu, c'est en référence à mon bouquin d'année dernière sur les peurs, qui s'appelle Le pouvoir du suricate, où on décortique les peurs, la cartographie et on donne une boussole pour se repérer dans nos peurs. Et la peur, c'est génial, c'est une énergie d'action qui permet de nous sauver. Mais parfois, elle nous inhibe. Elle nous inhibe quand on va trop loin. Et le jeu, et la compétition aussi, cadrée, c'est typiquement un mélange de peur et de joie. Il faut avoir peur. Je pense que si on n'a pas peur, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se surpasser, on ne peut pas faire du lien et rentrer dans un climat de catastrophe, de survie, de on a besoin les uns des autres, comme les manchots en Antarctique là. Voilà, il faut qu'on arrive à faire ça. Mais pour arriver à faire ça, et pas mettre en PLS tout le monde, il faut arriver avec de la joie, du cadrage, des limites. Ok, le jeu s'arrête quand il y a telle ou telle chose, paramètres qui sont dépassés. Et puis au début, on se soude, on s'excite, enfin on est excité, quoi. On est là à essayer d'atteindre un objectif. Et en faisant ça, on fait du lien social. C'est-à-dire qu'après le jeu et après les expérimentations, on est vachement plus potes. On a des nouveaux amis, on a découvert des trucs, on a découvert des voisins, etc. Donc moi, je pense qu'il faut expérimenter et faire des jeux grandeur nature. Ça serait mon rêve. Et évidemment, former les gens à la gestion des peurs, former les gens à l'intelligence collective, apprendre à faire des apéros avec les voisins, apprendre. Tout ça, c'est des connaissances de base que ouais, il faudrait faire la liste et le faire. Et donc voir qui le fait déjà, et puis le faire, inventer là où il y a les trous dans la raquette, en s'inspirant aussi de ce que font les pays étrangers. Voilà un peu globalement ce qu'on aimerait faire Ouais. de concret. Très rapidement, parce que tu parles beaucoup. Donc, tu m'as déstructuré en fait mon plan, mais c'est pas grave, Ah, on va ravi s'adapter. d'avoir amené du chaos. Et Donc, on tu es signale dans le déçu, chat Julien. Collab Weekend. Tu Oh, pas vis du bien tout. la Moi, déception j'adore là. le chaos. Pas du tout, pas du tout. Non, non, moi, j'adore. Le Collapse Weekend d'Adrastia, en fait, qui travaille sur cette question de la simulation. Et il y a eu cet été, alors en Allemagne, du côté de Berlin, un Collapse Camp, qui était une initiative plutôt d'activistes climat et d'activistes LGBT qui se sont pris la problématique de l'effondrement alors qu'ils étaient avant plutôt sur le climat. Et l'une des conséquences en fait de ce collapse storm, c'est qu'ils sont partis organiser un grandeur nature ambitieux avec plein de dimensions de préparation, formation. Et il y a cette dimension-là en tout cas qui a bien émergé et qui est en train de s'organiser très concrètement. Je vais passer 2, 3 slides juste pour dire un peu ici on est adaptation radicale et il y a des formats qui sont un peu les formats adaptation radicale sur lesquels on travaille dans cette optique d'avoir des possibilités de se rencontrer localement pour faire des choses ensemble. Donc les rencontres vivre ensemble par mauvais temps. On a organisé une pour l'instant à Craponne-sur-Arzon. C'est 2 jours qui est pas directement ciblé collapso ou adaptation ou même climat ou quoi que ce soit. C'est 2 jours de mise en lien, de mise en relation de gens qui sont déjà sur un territoire avec des activités ludiques, avec de la danse, avec de la nourriture, avec des débats pour faire du renforcement du lien et de la création de solidarité locale. Donc ça, c'est un des formats qu'on porte nous. On a, Nous, c'est adaptation radicale. oui, c'est un format porté par Adaptation Radicale, Ah, trop bien, bah, c'est Vivre ça, ensemble par mauvais temps. exactement ça. On a le format Qu'y a-t-il dans mon sac? Qui est très concret aussi sur la question du kit d'urgence, du sac d'urgence, du sac de survie, le sac d'évacuation, le bug out bag, plein de nuances et plein de signifiants différents pour une même problématique, à savoir qu'est-ce qu'on met en pratique dans un sac qu'on va devoir éventuellement porter pendant plusieurs jours
pour devoir évacuer ou pour devoir se confiner quelque part en cas d'incident, en cas de catastrophe, en cas d'ordre d'évacuation, par exemple. Et donc, il y a ce travail sur le kit d'urgence. Un lundi, c'était la journée nationale de la résilience, qui a fait quand même pas beaucoup de visibilité, alors qu'il y avait des trucs qui étaient dans les tuyaux, mais comme on n'avait pas de gouvernement, on n'avait pas de gouvernement pour porter cette problématique-là. On espère que ça ressortira un peu plus, cette question de qu'est-ce qu'on met concrètement dans un sac. Donc ça, c'est plutôt Thierry qui porte ça actuellement, de redévelopper cet atelier-là pour proposer à des gens très concrètement de se voir et de travailler sur cette problématique-là. Et on a un peu des spécificités qu'on développe chez Adaptation Radicale. Et puis, il y a le jeu d'entraide, qui effectivement a été inspiré par ton livre, par le groupe URD, et puis toute la question de la culture du risque et de la coopération. Comment on immerge des gens dans un récit et comment on les embarque dans une histoire pour les faire se poser des questions, se rendre compte d'un certain nombre de choses, et puis travailler en fait la question de comment on fait vivre le lien social et comment le lien social est important à partir du moment où les choses se tendent et qu'il faut faire appel aux uns et aux autres dans des situations où on perd un peu pied parce que la réalité à laquelle on était habitué se fissure à un moment. Et donc dans ces fissures, il y a des nouvelles choses qui peuvent apparaître et que j'essaie de faire et d'autres personnes aussi quand on fait des jeux d'entraide en ce moment. Donc ça, c'est nos Génial, formats. merci. Et petite question, Julien, comment est l'ambiance après le jeu? Est-ce que Ah, bah c'est la question la plus importante en fait. Souvent, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Souvent, au moment où on arrête le jeu, bah, les gens, ils veulent partir. Hmm. Ah, je t'ai perdu. Ils veulent pas. C'est important en fait pour avoir la discussion. C'est pour ça que là, on est plutôt affilé un peu des petits livrets pour pouvoir prolonger en fait les gens de leur côté. En général, ils passent un bon moment. En général, ça leur pose plein de questions sur les Hmm. mécaniques de jeu, sur les enjeux, sur les expériences diverses et variées. C'est en fait un moment où les gens repassent le film, en fait, repassent le film et refont des critiques, refont des visions comme ça, des éclairs d'illumination. En général, les gens me disent qu'ils ont vécu quelque chose. Enfin, ça les a bougés, quoi. Ça les a fait vivre quelque chose qui leur a fait se poser des questions et ça leur a créé des souvenirs un peu mémorables quand même, en général. Excellent. Et ils ont peur ou pas? Est-ce que tu arrives à les Euh, mettre dans le maître du jeu dans une condition de peur ou est-ce qu'ils font que rigoler? alors, en général, on fait surtout de la rigolade. Ça peut être un peu reproché, on dit il faudrait qu'on soit plus sérieux, il faudrait qu'on ait plutôt Hmm. ces émotions-là négatives. Pour l'instant, c'est une question de maturité du dispositif. Pourquoi pas aller vers plus de... C'est possible. Ça demande quand même un contrat en fait entre les gens qui animent le jeu Hmm. et les gens qui participent d'accepter d'aller aussi vers de la peur et des choses déstabilisantes. Là, pour l'instant, on est plutôt à faire des dispositifs de sécurité émotionnelle, des cartes X pour éviter les problèmes, les éléments trop qui réveilleraient des traumas ou des choses comme ça. On est plutôt à chouchouter les gens qu'on amène dans le jeu, mais on peut faire des versions plus déstabilisantes. Mais voilà, c'est une question de contrat, encore une fois, à bien établir dès le début entre les gens qui participent. Ouais, super. Merci pour ces retours. Parce que je pense qu'il faut impliquer les corps aussi, mais c'est pour ça que je parlais de Serious Game. C'est génial d'avoir déployé ça déjà. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que je l'ai mis dans le livre, c'est pour densifier le lien. Moi, je trouve que faire des apéros, des rencontres entre voisins, des potagers collectifs, tout ça, c'est sympa, mais c'est pas assez. Donc ça, c'est le niveau de lien que j'appelle convivial, qui est assez facile à faire. Il faut des techniques. Je pense à l'école de la convivialité avec les gars David et Renaud qui ont créé le Social Bar, le réseau des bars où on fait de la convivialité. Et c'est assez facile et ça pourrait permettre déjà de pallier pas mal à l'épidémie de solitude, mais c'est pas assez pour les crises. Pour moi, il faut aller plus loin, il faut densifier. Le niveau convivialité, il est nécessaire, mais pas suffisant.
Et ça touche ce que tu disais, c'était que pour aller plus loin, je pense qu'il faut mettre les gens en conditions hostiles. C'est les deux voies que je vois pour densifier le lien, la voie yin et la voie yang, on va dire. La voie yin, ça serait de prendre soin et d'arriver à des niveaux de sécurité d'un groupe, d'un cercle d'entraide, peu importe, où on arrive à s'ouvrir en toute authenticité, à sortir nos faiblesses et nos vulnérabilités. Et ça, il faut cadrer, il faut vraiment une culture du prendre soin, de l'intelligence collective qui est pas facile à mettre en place. Et ça permet de s'ouvrir et de faire des liens forts, exactement comme on fait dans le travail Cureli. Et la deuxième voie, c'est de mettre en milieu hostile. C'est la voie de l'adversité que j'ai appelée. Donc la voie de l'authenticité, la voie de l'adversité. Et les deux ensemble, c'est assez ouf. Parce que si tu mets que dans l'adversité, sans avoir au début préparé un peu de convivialité, genre on rigole, on met un peu du jeu, du verre, de l'humour, pour justement cadrer la peur. Si on n'a pas pris soin à des niveaux très forts, la voie de l'authenticité, on se crame dans l'adversité. C'est-à-dire que les catastrophes, en fait, elles nous soudent plus, elles sont tellement fortes qu'elles nous crament, elles détruisent les liens, elles détruisent les individus. Donc il faut jouer avec un certain niveau de catastrophe, bien cadré, mais pour ça, il faut énormément de ressources. Et les ressources, c'est les liens, le sens et la joie. C'est ça qui calme nos peurs. Donc la communauté, voilà. Bref, tout ça c'est en train de s'articuler. Et je voulais amener vous amener ces niveaux en fait de densification du lien. Et ça, on pourrait le travailler. C'est différents process en fait à mettre en place. Voilà, petite piste Top, d'ouverture. merci Pablo. Du coup, je pense que je redonne la main à Nadège maintenant. Merci Julien. Alors n'hésitez pas, merci pour cette présentation et pour, voilà, pour les différents formats. Vous pouvez avoir des infos sur le site internet et puis après on est toujours là pour discuter si vous voulez le mettre en place ça et là. On se déplace dans la mesure du possible et l'idée c'est vraiment d'éprouver ces formats aussi avec vous, de les faire évoluer parce que nous on est tout le temps en fait en train de bouger comme pour s'inspirer de tout ce qu'on vit. Donc, c'est aussi on va dire, des expériences que l'on vit. Et pourquoi pas, effectivement, Adrastia organise des week-ends ou des moments où ils se mettent dans des contextes. J'ai jamais pu y participer, mais c'est vraiment une très bonne idée. Euh, donc, c'est super. J'ai essayé de prendre quelques remarques ou quelques questions dans le chat. J'espère que vous m'excuserez par avance. On va pas du tout pouvoir tout traiter. Donc, ben, rendez-vous pour une autre fois pour continuer à traiter tout ça. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont évoqué le fait des municipales de 2026. Pourquoi pas intégrer pour justement s'organiser localement. Alors, c'est Guillaume qui en parlait. Et puis voilà, donc c'est cette question de l'État, en tout cas d'utiliser des structures existantes pour mettre en place ces réseaux. Pablo, qu'est-ce que tu en penses? Ah pardon, je regardais tout le monde qu'il y avait Ah, et je regardais, j'ai pas entendu ta question. ah, c'est Elle pas est grave. venue trop vite, mais je regardais le chat, c'est hyper riche tout ce qu'il y a sur le chat. Ah oui, c'est super. C'est d'ailleurs pour ça que je disais on n'allait pas pouvoir tout traiter et que c'était Ouais, juste. il y a des liens et tout. Ouais, Oui, oui. c'est Vas-y. super riche. Juste une petite incidence, j'ai fait une copie du chat Ah, pour pouvoir super. l'exploiter. Ah, génial. Donc, Pardon, est-ce que tu peux répéter ta question, pas de Nadège? souci, pas de souci. Il y a eu voilà, des personnes qui ont évoqué le fait des prochaines municipales ou Ah oui, voilà, pour éventuellement ben, s'emparer voilà, de certaines municipalités et mettre en place, ben, s'organiser localement, quoi. grave, ça serait top. Et ça serait top, ouais, bah oui, c'est tout un courant encore. Je reviens, le municipalisme libertaire, de prendre les niveaux politiques qui restent à taille humaine. C'est hyper important. Euh, ouais, les interventions dans le chat qui me déstabilisent. C'était en Faut lien que tu avec arrêtes de les le diplômes et regarder. tout. Euh, oui, et ben, moi je trouve que c'est un niveau qu'on peut. Bon, je pense à Saillant dans la Drôme, c'est à côté d'ici. Ils ont expérimenté plein de choses de démocratie directe, participative et tout. C'est vraiment très chouette. C'est mettre les mains dans le cambouis, hein. Franchement, si vous vous présentez là, faut faire gaffe à la taille aussi, à l'échelle de la ville. Si c'est plusieurs milliers de personnes, ça devient contre-productif, hein, disons en taille inhumaine. Il peut y avoir des grandes violences inter-individuelles, des violences de groupe. C'est compliqué, hein. Donc là, on rentre dans la hiérarchie et la compétition.
Donc à petite échelle, et puis on peut se cramer, c'est vraiment un investissement majeur dans une vie, quoi. Mais je trouve ça génial d'arriver à prendre des communes et après à les fédérer et à faire des fédérations de communes, ce qui est vraiment le cœur du projet anarchiste, quoi. Fédération de communes autogérées, c'est ça? Donc, du coup, voilà, cette possibilité qui s'ouvre à nous, mais c'est pas rien hein, pour celles et ceux qui ont fait de la politique, c'est vraiment un engagement, comme tu le Ouais. dis. Après, tous les pouvoirs ne sont pas au niveau des communes, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut déjà faire. Après, il y a vraiment des assos. Moi, je vois dans le chat, donc Thierry a eu la bonne idée de copier. Il y a vraiment beaucoup de collectifs qui existent déjà et voilà, et mettons-nous en réseau. Il y a justement des questions qui se posent par rapport. On a parlé un peu d'anarchie, justement, c'est mauvais. Cette, la façon dont on visualise l'anarchie est souvent liée à la violence, alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a quelqu'un qui faisait une réflexion. Il est parti, c'était Alexandre qui disait. En fait, c'est sans doute la limite du modèle de l'anarchie, c'est qu'on est habitué à un chef, on est habitué à avoir ce système-là. On, on ne sait pas faire sans l'absence d'un pouvoir qui serait identifié, et du coup, on est un peu perdu. Comment est-ce qu'on Ouais, pourrait... c'est toute une culture à réapprendre. Moi, je dis souvent, en fait, on n'est pas prêt à l'école. On nous a appris, bon, ça change un peu, mais surtout l'obéissance et la soumission à l'autorité et la compétition. Être le premier, noter les élèves. Enfin, c'est Albert Jacquard qui disait, mais mettre une note, un chiffre sur un élève, c'est d'une violence. Et finalement, est-ce que je peux aller faire pipi? Enfin, il y a des trucs complètement fous. Les animaux doivent se foutre de notre gueule. Mais bon, comment on appelle d'ailleurs l'entraide à l'école? Devinette. La triche. La triche. Ouais, c'est ça. C'est fou. Tu vas dans, t'es engagé quelque part dans un boulot, tu demandes à ton collègue quand tu sais pas, mais tu fais ça à l'école, c'est de la triche. Enfin bref, c'est l'apprentissage de justement la hiérarchie, la compétition. Alors ça change, il y a plein de nouveaux types de pédagogie, etc. Mais ça prend du temps, des générations. Et moi je dis souvent la révolution à Barcelone en 1936, en Catalogne, où il y avait 3 millions d'anarchistes à la CNT, les anarcho-syndicalistes. Quand ils ont pris Barcelone, ils ont autogéré tout. Donc il y a les transports en commun, la sécurité sociale, enfin la ville était gérée par les anarchistes. Ils ont brûlé l'argent sur la place publique, ils ont transformé les églises en bibliothèques et ça marchait très bien. Bon après les fascistes sont venus, ils ont tout détruit, mais c'était un siècle de culture anarchiste, c'est-à-dire dans les villages, partout, les paysans, il y avait une éducation populaire, c'est-à-dire les ouvriers ont créé des écoles eux-mêmes parce que l'État n'arrivait pas et voulait pas éduquer les ouvriers. Donc les ouvriers se sont auto-organisés et à chaque fois, c'était les anarcho-syndicalistes qui ils créaient les écoles, ils ont toujours créé les pédagogies alternatives. Enfin, mais ça met des décennies en fait. Et donc quand une insurrection arrive, si on n'a pas la culture avant pour déployer et faire une belle révolution, et qu'elle fleurisse, ben, ça marche pas, ça fait un pétard mouillé, ça fait une insurrection violente où ceux qui reprennent le pouvoir après, c'est les plus forts. C'est la culture c'est ce qu'on a vécu au confinement, en fait. Et c'est ce que dit Naomi Klein dans la choc doctrine, la Oui. stratégie du choc. C'est quand il y a une insurrection ou une rupture de normalité. Ce qui vient derrière, c'est pas forcément le monde d'après. Si on l'a pas préparé, c'est le monde d'avant, hein, qui est plus fort. Donc là, il faut refaire la culture, en fait. Et grassroots, c'est-à-dire on doit refaire une culture de l'entraide partout, ça part du petit. Et c'est pas parce qu'il y a une insurrection globale qu'on va avoir une belle révolution, hein. C'est très risqué, ça. Et du coup, je me permets parce qu'il y a eu une intervention qui disait que on n'avait pas beaucoup parlé du lien spirituel, justement, et puis du lien entre les humains et le vivant Ah ouais. dont tu as parlé et qui t'a valu un peu des critiques, hein, d'ailleurs, hein, parce que à un moment donné, il fut un temps où tu étais un gourou, où tu étais considéré comme quelqu'un qui était... Non, non, mais c'est vrai, moi, pour avoir suivi depuis longtemps, il y a eu quand même toutes des phases où on te critiquait beaucoup. Alors, soit tu étais trop, soit tu n'étais pas assez. Ah ouais. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui est problématique dans le monde. On fait des équivalences qui sont complètement fausses, ou en tout cas qui ne représentent pas la même chose pour chacun, chacune. En quoi ça peut être quand même un outil pour l'entraide? Les liens avec les non-humains? Les liens avec les non-humains et puis les liens spirituels, en fait, ce qui est ce côté un petit peu, Ouais. on a du mal à saisir en tout cas.
Alors attends, ouais, avec les non-humains, c'est C'est clair. encore deux choses, ouais. Les alliés, ouais, c'est évident. Tu peux pas les considérer comme une ressource, donc faut arrêter de les considérer comme des objets, c'est des sujets. Et une fois que tu considères des choses ou des organismes comme des sujets, toute notre circuiterie de l'empathie se déploie. Et on peut parler aux arbres, aux montagnes, aux rivières. Voilà. Et ça, c'est naturel chez nous. C'est vraiment très facile. Donc, c'est changer de cosmogonie. Je dis ça parce que ne faut pas se foutre de la gueule des. Enfin, c'est pas utopique. Il y a plein de gens, ils parlent à leur voiture et à leur moto. C'est très naturel hein, de faire ça pour l'être humain. Et c'est ça qui rend magique le monde, qui émerveille, enfin, qui rend le monde merveilleux, c'est qu'on on transforme tous les objets en sujets. Et c'est magnifique. Et notre civilisation, elle a fait l'inverse. Elle a transformé tous les sujets en objets, et du coup, on les coupe, on les massacre, on les vend, on les viole, on les pille, on s'en fout. C'est plus des êtres vivants, c'est des objets. Et même chez les humains, c'est comme ça qu'arrivent les génocides. Donc la rationalité, elle a vraiment été aussi à la base de beaucoup de massacres. Je dis ça parce que souvent on dit ouais, spirituel, c'est religion, les religions, il y a des milliers de morts. Oui, d'accord, mais non, c'est les hiérarchies pyramidales qui ont fait des conneries. Mais dans les religions, il y a spirituel. Alors spirituel, c'est Rachid Benzine, un politologue, je sais pas si on dit islamologue, que j'avais écouté en conférence, qui m'avait dit la spiritualité, c'est la raison, l'intuition, l'émotion et l'imagination. C'est ces quatre choses-là. C'est l'activité de l'esprit. Et nous, on a poussé à fond le curseur de la raison, ok, très bien, mais ça en devient pathologique parce qu'on n'a pas assez déployé les autres. Émotion, intuition, imagination. Voilà. Et donc, les liens sont très pauvres dans notre rapport au futur, notre rapport à ce qu'on ne maîtrise pas, le rapport aux générations futures, mais le rapport, je ne sais pas moi, aux oiseaux, à ce qui nous dépasse en fait, aux phénomènes bizarres, à tout ça. Enfin voilà. Là, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler ce qu'on veut, nature ou peu importe. Mais donc spiritualité, il y a aussi le rapport à soi, tu vois, l'intériorité, donc c'est émotion. On est des analphabètes de l'émotion, enfin, dans nos sociétés. Et il y a un énorme, comment dire, une marche à franchir d'alphabétisation émotionnelle chez les enfants, partout. Alors ça démarre, mais c'est lent, hein, tout ça. Donc voilà, je voulais juste un peu désacraliser, c'est le cas de dire, le mot, ou déminer le mot spiritualité. C'est vraiment déployer toutes nos capacités d'esprit en 3D. Voilà, on peut pas à la fin de la discussion rentrer là-dedans, mais merci pour cette question en tout cas. Donc, du coup, j'essaye de refléter un petit peu les différentes thématiques qui ont été abordées. Il y a Sylvie qui pose la question, que pensez-vous de la résilience des personnes justement souffrant de troubles psychiques qui ont traversé du coup des tempêtes et avec tous ces systèmes de pères aidants, de médiateurs pères qui en fait du coup pourraient servir de modèle pour beaucoup de choses. Ce lien justement qui se crée pour traverser les tempêtes, est-ce que... Ouais. Ouais, hyper important. Mais en fait, là, en France, il se passe plein de choses. Moi, je découvre, il y a énormément d'orgas, d'institutions, d'associations qui s'occupent du lien social. Mais sans les crises. Juste le lien social, en fait. Quasiment tout le monde fait ça, mais à sa manière et tout. Donc moi, je découvre tout un univers. Et la pérédance, enfin, il y a plein de choses de l'ordre des cercles d'entraide. Je développe un peu dans le livre. J'ai découvert en France qu'il y avait ça. Mais en fait, c'est hyper. Ah là, je suis reparti pour un gros truc, c'est un chapitre passionnant, mais c'est hyper contrôlé par l'État. Et ça vient du dessus, c'est verticalisant. En fait, en France, on a très peur de l'auto-organisation des gens. J'ai comme si les élites avaient peur des citoyens qui s'auto-organisent. Voilà, c'est comme ça, c'est le propre des hiérarchies pyramidales. Et, et en fait, ce qu'a montré une sociologue américaine qui s'appelle Thomasina Porkman, c'est un nom étrange, joli d'ailleurs. Elle est pas connue et elle a étudié tous les enfin tout, beaucoup, dans le détail, hein, les cercles d'entraide, de mutual aid, comment il s'appelle? Self-help. Donc et elle montre que les principes euh, que, que dans les cercles d'entraide qui marchent, donc qui guérissent la santé mentale, qui rendent plus résilients les gens, etc., etc., c'est des principes bottom-up, c'est des principes où ils s'auto-organisent. Et c'est pas verticalisant. Ils doivent être autonomes, les cercles. Et donc, suivant ces principes, on peut totalement designer des cercles ici
et pas faire comme les autorités en France. Ce qui est très bien, hein, ça peut aider plein de gens, hein, mais je pense que c'est pas ça la super solution. Et je pense à l'association Sorry Children, qui sont des amis. Ils sont en train de développer, enfin on les aide à développer une méthodologie pour créer des cercles d'entraide partout sur base de ces principes. Et c'est trop bien, en fait, on a vraiment une autoroute devant nous. Donc c'est un appel à l'intelligence collective pour arriver à innover socialement et politiquement, plein de choses. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être. Il y a quelque chose qui avait été évoqué. Donc, on a parlé d'entraide entre les gens, mais là, aujourd'hui, tu viens d'évoquer également le fait que tu découvres pas mal de choses qui se passent et puis qu'il y a pas mal de choses qui émergent ça et là. Certains parlent voilà, de passer à l'échelle. Beaucoup souhaiteraient qu'il y ait justement des liens qui soient faits. Même s'il y a déjà des almanachs, il y a déjà des gens qui arrivent à lister en fait les forces en présence. Voilà, alors quid de l'entraide entre les mouvements? Est-ce que Ouais. c'est pas ça qui ferait justement passer à l'échelle? Ouais. Et ben, c'est ce que je disais en répondant à Julien, c'est prendre soin des écosystèmes. On est plein à faire ça, il y a plein d'orgas. Parfois, on fait un peu la même chose, mais un peu différent, etc. Et, et tous les principes qu'on apprend en interindividuel, c'est vraiment toute une culture de la coopération, de l'entraide. Et je pense à l'UDN, l'Université du Nou, qui développe ça, ou Fertile, l'association Fertile au pluriel, qui développe, qui fait des formations sur une posture de la coopération. C'est toute une culture à réapprendre et plein de petits trucs pour faire des réunions, pour prendre la parole et tout. C'est génial. Et en fait, ça, au niveau individuel, il faut le déployer au niveau interorga. Et c'était notre chapitre 5 d'ailleurs dans l'entraide, c'est que les principes à un niveau fonctionnent, les principes d'entraide fonctionnent à tous les niveaux en fait. Euh, et après, il y a un certain niveau où ça devient trop grand, contre-productif. Vous savez, le grand principe du vivant, moi j'y crois beaucoup, c'est que quand il y a un problème quelque part, c'est que quelque chose est trop grand. Ça me suit toujours. En fait, et toute l'affiliation de Ivan Illich, Léopold Kohr, Schumacher, Small is Beautiful et tout. Et c'est une pensée magnifique. Et en fait, tous les systèmes vivants, complexes, eh ben, ils ont une fourchette de fonctionnement. Trop petit, ça marche pas. Trop grand, ça marche pas. Et je pense que les sociétés humaines, ben, on a été trop loin. On a été dépassé des seuils de contre-productivité à cause du pétrole. C'est grâce aux énergies fossiles qu'on a créé des grandes sociétés. Sinon, on n'aurait pas pu. Et, et tout ça devient contre-productif finalement et va finir par s'effondrer. Voilà. Je voulais pas finir là-dessus. Je ne sais pas si c'est la Non. fin à 30, mais j'avais envie de prendre 2 minutes pour vous raconter les deux fables. Je sais pas si tu vois Nadège, mais est-ce que tu as Je- prévu quelque chose pour les minutes qui viennent? Alors, juste, j'ai quand même une question que je voudrais aborder. C'est que là, on est entre personnes qui, on a vu, hein, beaucoup sont très actifs. Il y a le soin aussi qu'on porte à soi, tu l'as évoqué. Et je crois qu'on a aussi beaucoup à faire pour se ménager, en fait, pour se ménager, pour justement continuer à faire voilà, tout ce qu'on a envie de faire, pour aller plus loin, pour nous aider. Et je crois que le soin l'on porte à soi aussi, le lien qu'on porte à soi est important. C'était juste pour avoir... j'ai tellement de gens qui craquent autour de moi, ça et là. Prenez soin de vous, sérieux, parce qu'en fait, quand on est à terre, on a besoin des autres pour se relever, mais on ne peut pas aider les autres à se relever. Voilà, c'était juste Non, mais t'as raison. Ouais. un petit C'est truc pas un comme ça. sprint, c'est un Voilà, marathon. c'est ça. Du coup, ouais, avec plaisir pour les fables, ça peut faire une super conclusion. Non, ouais, merci. Merci Nadège pour tes questions et l'animation. Ben, je voulais terminer là-dessus parce que c'est un truc qui me marque et si vous voulez en discuter avec vos proches, c'est de comparer les deux fables de la cigale et la fourmi et des trois petits cochons. Et la cigale et la fourmi, en fait, vous savez, la fourmi est devenue le symbole des survivalistes, enfin, du réseau survivaliste français, parce qu'en fait, elle ferme la porte, elle s'est préparée, et dans le ressentiment, elle ferme la porte à la cigale qui demande de l'aide, et qui a bien glandé elle aussi, hein, elle aurait dû se bouger le cul, on est d'accord. Mais il y a une porte fermée, il y a un lien qui se ferme. Du coup, les deux sont plus vulnérables face aux tempêtes. La fourmi aussi, parce qu'elle est toute seule. Et l'autonomie, ça amène vite au burn-out quand on est tout seul. Et donc, moi, je voulais comparer aux trois petits cochons parce que quand l'hiver vient, le loup ou la montée des fascismes ou la menace arrive, elle détruit la première maison, la vague, puis la deuxième maison, et les deux petits cochons, disons, vulnérables, arrivent
à la porte du troisième petit cochon et la porte est ouverte. Pourquoi les petits cochons s'ouvrent la porte alors que la fourmi ferme la porte? Vous savez la réponse? Vous n'avez pas vos micros, mais... Ah, moi, je l'ai, mais je vais pas la dire parce que sinon, je vais Toi, encore oui, spoiler. t'as des bouquins. Ben, en fait, c'est parce qu'ils sont frères et sœurs avant la crise. C'est la qualité du lien social, la confiance, malgré leurs différences, malgré le fait qu'ils n'aient pas fait les mêmes maisons, qu'ils auraient dû se préparer mieux, etc. Mais ils sont frères. Et c'est cette qualité de lien social qui est l'élan du réseau des tempêtes qu'il faut retrouver avant les crises. Et on peut utiliser les crises pour aussi tisser ce lien. Et voilà, donc ça va dans les deux sens. C'était pour la petite anecdote. Merci beaucoup. Bah, écoute, on va terminer tout doucement. Enfin, vraiment un immense merci pour ce partage et ta générosité Ah, merci parce à qu'en vous. fait, voilà, c'est tellement simple de parler avec toi. On se sent à l'aise et ça compte aussi pour faire du lien, qu'on ait chacun et chacune de la bienveillance, de l'écoute active avec les autres, qu'on prenne soin de ces liens, de ces moments. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui disaient ne pas être à l'aise avec certaines références et tout. Alors, désolée, vraiment, parce que voilà, on est prêt vraiment à discuter. Moi, je ne les connaissais pas toutes, mais j'ai eu la chance d'avoir pris le temps de dire certaines choses. Soyez vraiment rassurés, on ne sait pas tout, on se trompe, on n'est pas du tout forcément compétent. On essaye de devenir, par contre, on essaye d'œuvrer pour être de plus en plus compétent et comprendre un petit peu le fonctionnement. Mais vous êtes les bienvenus pour continuer à réfléchir avec nous, avec Pablo, avec nous, voilà. Réfléchissez, mettez-vous avec les autres, c'est trop trop sympa en fait, c'est déjà plein de joie, même si on parle d'effondrement, de trucs qui sont pas sympa au départ, hein, ça fait même peur. Tu as écrit un livre sur les peurs avec Nicolas Obadia, je crois, je sais plus. Nathan Obadia, ouais. Nathan Obadia, pardon, excuse-moi. Et enfin, la façon dont on s'adresse aux autres, c'est une façon de se prendre en charge aussi soi-même. Et même si on ne résout rien, parce qu'à l'adaptation radicale, on a compris qu'on n'a pas la maîtrise de l'avenir du tout, et ben, le fait d'y penser, le fait de se dire, bah voilà, on n'aura plus la maîtrise, c'est déjà une façon de s'y préparer. Le dernier mot, ça sera pour Thierry. Je vous embrasse tous et merci d'avoir été Merci. là. Ouais, Merci merci à tout le Pablo. monde et désolé si j'ai été trop rapide, j'ai voulu dire plein de choses. Mille excuses. En tout cas, c'était génial de partager cette soirée avec vous. Bah, Merci à toi. c'est nous qui te remercions, Pablo, pour ta présence, pour cette présentation des éléments clés du livre, mais je pense que ça ne dispensera pas les uns et les autres de pouvoir lire le livre pour remettre en ordre tout ça. Notre conclusion, c'était aussi pour remercier tout le monde. Il y a encore quelqu'un dans la salle d'attente que je vais admettre. C'était aussi pour remercier tous ceux qui ont participé dans le chat à travers les interrogations, les questions, les remarques, les liens, les références. J'ai même vu quelqu'un qui disait mais j'arrive pas puisque j'ai fait une copie du chat, j'arrive pas à faire la copie. Moi, ce que je vous propose, c'est que on va exploiter tout ça et puis le mettre les éléments clés quelque part sur notre site. Il y a aussi plusieurs fois un lien que j'ai partagé dans le chat et que je vais remettre là. C'est un lien qui est un formulaire qui doit nous permettre et qui doit vous permettre aussi hein, de vous identifier pour qu'on puisse poursuivre un petit peu la réflexion parce que effectivement il y avait beaucoup d'appétence à vouloir partager avec des idées, etc., pour approfondir. Je pense que on est au début de quelque chose, hein, comme le disait Pablo. Il s'agit d'avancer pas à pas, prudemment, en resserrant les liens, en, en analysant ou en prenant soin de l'écosystème de l'entraide hein, qui existe hein, pour voir comment les choses peuvent s'articuler. Tout ça est à mettre véritablement en synergie. Donc, nous, on souhaite, Adaptation Radicale, être un acteur parmi d'autres de tout cela. Hein. Et du coup, si vous pouvez, si ça vous intéresse, remplir ce formulaire, nous,
ça nous permettra de vous contacter et puis de vous inviter à notre prochaine visio qu'on organise le 18 novembre, qui sera une suite du 16 octobre. Et Pablo est invité, bien évidemment. Je ne sais pas s'il sera disponible pour cette prochaine visio, mais en tout cas, tout ça se fera en lien avec le réseau des tempêtes. Et notre ambition, c'est d'aller vers des réseaux locaux d'entraide des tempêtes, peut-être. Voilà. Bah, écoutez, merci à tout le monde de votre présence. Merci encore à Pablo. Merci à Nadège, Julien et aussi À Daniel. à Daniel qui a fait la présentation d'adaptation radicale, même s'il a oublié 2-3 petits trucs que j'aurais dit Oh.